I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm mon petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Non, vous n'êtes pas sur Rire et Chanson, mais bien sur le 102.2 FM, il est 19h, pile, et c'est The Cinema Show. Alors vous dites probablement, mais que nous a préparé ce bon vieux Lucas à l'animation cette semaine? Après la spéciale Rien, le catch, la banane de Costa, la Reine des Neiges de Hugo, va-t-on avoir le droit à un nouveau clip d'anthologie? Bon, la réponse est non, hein. Pas de bêtises ce soir, une émission simple et classique dans le calme et l'amour. Alors je me suis dit que vu que c'est Maxime la semaine prochaine, c'est peut-être la dernière émission de l'année pour beaucoup d'entre vous. Alors faisons les choses bien, carré, précis, concis, circoncis. Ce sera également une émission sous le signe de la fatigue, car je suis fatigué patron, donc sachez que je ne mettrai aucune intention dans mes blagues. À mes côtés ce soir, une équipe 100% masculine, on est entre couillasses et ça fait plaisir. Hugo Paccard, tu es très beau, comment se passe ton mois de décembre? J'ai pleuré que cette fois. Ok, c'est sympa. Hugo Peter, très beau aussi, comment ça va? Tu prépares bien Noël? Non. Flemme. Ok, Costa, décidément vous êtes tous magnifiques ce soir, t'es prêt à me recevoir sous ton sapin? Top. Merci. Et Maxime, ça va bro, tu t'es bien préparé à voler les cadeaux des enfants de Chouville pour ce Noël? Non. Ah super. En régie, nous avons Papa Simon, notre femme numéro 1 de P. Diddy, #Shades. On a Yanis, mais Yanis, sache, c'était maman Yanis du coup, et sache que j'ai des mommy issues, donc toi et moi un V1 tout nu, c'est quand tu veux. Et on a Sarah, sur laquelle je me permettrai pas de vanne. Pour l'émission de ce soir, donc des débats sur 3 films. Five Nights at Freddy's 2 de Emma Tammy, Jake Ellie de Noah Baumbach, Gérald le Conquérant de Fabrice Eboué. On aura ensuite une carte blanche où on parlera du rachat de la Warner, un sujet très important qui fait beaucoup débat. Ouais, un peu flemme, mais on va le faire. Puis on aura le quiz de Costa, aka le gars que je baise même en costume de banane. Oh yeah. Et les recos de la semaine. On est paré pour se lancer dans ce beau programme, alors profitons et on commence par les news d'Hugo. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. C'est parti pour le mercato de la semaine. Alors qu'est-ce que tu nous proposes? Batman. Comme ça je pose l'ambiance. Alors cette semaine, Deadline a révélé qu'une actrice de Oran rejoignait la distribution de The Batman partout, suivi du film de 2022 réalisé par Matt Reeves, et bien meilleure adaptation de Batman que l'horrible The Dark Knight, mais chut. Cette actrice, c'est ni plus ni moins que Scarlett Johansson, qui serait donc en phase de négociation finale pour donner la réplique à Batman version fan d'Evanescence. On sait également que le rôle avait été proposé à Emma Stone, qui l'a cependant refusé. Son rôle est encore inconnu, mais plusieurs rumeurs parlent du fait qu'elle pourrait incarner un love interest de Bruce Wayne, qui basculerait ensuite du côté obscur de la force. Je crois que c'est pas la bonne licence. Bon bref, en tant que bon fan de Batman, je suis obligé de vous livrer plusieurs possibilités quant à l'identité de ce personnage mystère. Non, c'est pas l'homme mystère du coup, puisqu'il était interprété par Paul Dano dans un Batman. La théorie la plus probable étant qu'elle joue une version retravaillée de Pamela Hailey alias Poison Ivy, personnage déjà apparu dans l'excellent Sarcasme, Batman et Robin de Joel Schumacher. Elle pourrait être également Julie Madison, personnage apparu dans le même film, ou encore Talia al Ghul, personnage apparu dans le très bon Sarcasme, encore, The Dark Knight Rises de Christopher Nolan, même si sans son père Ra's al Ghul, cela paraît peu probable, d'autant plus que le personnage devrait apparaître dans Brave and the Bold, l'autre reboot de Batman lié au DCU. La dernière possibilité serait pour elle d'incarner Samantha Vanaver, un personnage lié à la cour des hiboux, puisque c'est visiblement ce vers quoi tend l'univers de Matt Reeves, en tout cas, à vos théories. Puisqu'on parle de Batman, autant basculer de l'autre côté de l'univers d'ici. Il me manque une feuille, mais tout va bien. Ah merde. Non, si, tout va bien. Et non, on quitte Gotham City pour Metropolis, son âme d'acier et son réalisateur aux cheveux blancs, puisqu'on a des petites nouvelles de Man of Tomorrow, le prochain film de James Gunn. Donc évidemment, il fallait que j'en parle. Lucas, vous avez révélé il y a quelques semaines que le méchant de ce team-up entre Superman et son ennemi
l'ex-Luthor serait très probablement Brainiac, personnage créé en 1958 par Otto Binder et Al Plastino. Et si on ne peut pas encore mettre de visage sur ce nom, on peut encore s'en faire une idée, puisque les castings sont activement en cours pour ce personnage, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas les gros noms qui manquent. Je vous évoquais il y a quelques semaines dans un quiz que la star de The Square, Claes Bang, faisait partie de la shortlist pour incarner le personnage, mais c'est également le cas de Sam Rockwell et surtout de l'excellent Matt Smith, qui aurait d'ailleurs été en tête de la dite shortlist. Il serait donc le 3e ancien acteur de Doctor Who à passer du côté obscur, et c'est toujours pas la bonne licence sous la caméra de James Gunn, après Karen Gillian dans Les Gardiens de la Galaxie et Peter Capaldi dans The Suicide Squad. Néanmoins, la scoopeuse Grace Randolph a récemment révélé que l'ordre des priorités avait changé et que c'est désormais un acteur ayant déjà travaillé avec Gunn qui serait en pole position. A noter tout de même que cette scoopeuse a souvent été contredite par notre réalisateur, donc la rumeur est à prendre avec des pincettes. Alors les deux fans de DC, un avis sur ce casting ? Ah bah c'est cool. Incroyable. Merci, fatigue max quoi. Ah ouais, fatigue. Hein. Non, Scarlett Johansson, mais c'est étonnant. Oui. Pour un love interest de Bruce Wayne, je trouve. Oui, surtout que ça colle pas trop avec Robert Pattinson. Ouais. Autant Emma Stone, je comprends le mot. Oui. Autant Scarlett Johansson, c'est un peu, il nous faut une grosse bizarre, star, ouais. Scarapazo et Kravitz, donc. Ouais, je trouve ça étrange. Après, je la vois bien en Poison Ivy. Ouais. Je trouve que ça peut marcher. Ça me surprend aussi. Ce duo. Oh, Simon, salut. Bah oui, hey. Salut, je suis là. C'est juste, je n'avais pas dit bonjour. Mais oui, ça me surprend de la part de Scarlett Johansson, qui dernièrement, avait arrêté un petit peu les blockbusters. Bon, quoi qu'il y ait eu Jurassic Park. Ouais. Il y a eu Jurassic Park. Ça m'étonne dans sa carrière, en tout cas, qu'elle aille vers ce projet-là, maintenant, en fait. C'est peut-être plutôt un one-shot, peut-être c'est juste... Peut-être qu'elle a besoin d'argent aussi. Hein. Après... c'est sûrement, ou je sais pas, peut-être ou peut-être ça l'intéresse. Matrix, ouais, c'est ça. Ouais, après en plus, toute sa carrière en Black Widow chez Marvel aussi, non, je sais pas, ça me surprend en fait qu'elle reparte pas vers des projets peut-être un peu plus confidentiels aussi, voilà. Et pour Brainiac, moi je sais que toi t'es très Matt Smith. Ouais. Moi j'avoue que Claes Bang, j'adore l'idée. Ah non, mais je trouve que même si je suis très Matt Smith, Claes Bang, ça serait le choix le plus audacieux, le plus cinématographiquement peut-être le plus intéressant, quoi. Ouais. Et du coup un acteur qui serait déjà proche de Gunn. Moi je voyais soit Dave Bautista, Dave Bautista, mais l'autre possibilité c'est Chukwudi Iwuji, mais je me dis ça va faire vraiment doublon avec les Gardiens de la Galaxie 3. Quoi. Ouais, oui, je trouve aussi. Hein. Enfin, des réactions autour de la table peut-être. Très hâte. Surtout que du coup il y a la bande-annonce de Supergirl demain. Voilà. On veut rajouter un truc sur DC. Voilà, on rajoute 15 000 trucs sur DC. Bon, on va suivre ces projets dans les prochaines semaines. Warner, acte 2. Et oui, on reviendra dessus dans notre carte blanche, mais la grosse bombe de cette semaine, c'est le rachat de la Warner Bros par la plateforme Netflix après une enchère intense. Un rachat coté à plus de 80 milliards de dollars, mais qui ne fait pas l'unanimité dans l'industrie. Certains y voyant une fin programmée des salles de cinéma et une catastrophe créative et économique du système hollywoodien. C'est notamment le cas de la Directors Guild, le syndicat des réalisateurs à Hollywood, par ailleurs dirigé désormais par Christopher Nolan, fervent défenseur des salles. Néanmoins, le sort de la Warner n'est pas figé puisqu'il faut encore que ce rachat soit validé par la FCC, l'autorité anti-concurrence américaine, que Eminem citait dans Without Me, mais ça n'a pas vraiment de rapport, puisque selon plusieurs économistes, ce rachat pourrait amener Netflix à une situation quasi monopolistique. Le groupe Stack, c'est aussi Paramount Skydance qui ne digère pas vraiment le nom encaissé et qui a donc lancé une OPA hostile contre la Warner cotée à 108 milliards de dollars. En négociant directement avec les actionnaires, pendant que Comcast se sont retirés et semblent être les derniers avec un peu de bon sens. Bon, encore une fois, c'est un peu le bazar. À ce stade, c'est plus une industrie, c'est juste une partie géante de sport. Combien ? T'as mis 2 fois le combien ? Non. Sur une note un peu plus positive, les cérémonies de récompense arrivent. Ah, les cérémonies de récompense, les discours à rallonge, les bides, les couacs, la corruption... Toujours un magnifique moment de ce début d'année, non ? J'adore la corruption. Incroyable. Bon, bref, en tout cas, on a appris hier les nominations pour l'apéritif des Oscars, les Golden Globes 2026. En tout cas, pour les fans de stats, sachez, et c'était attendu, qu'une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, parce que oui, Maxime, il y a un titre français, hein, arrête de faire le mec, fait déjà la course en tête avec 9 nominations, suivi de Valeurs sentimentales de Joachim Trier avec 8 nominations, et Sinners de Ryan Coogler avec 7 nominations. L'absent un peu surprise, c'est bien sûr Wicked for Good qui repart avec 5 nominations, mais aucune pour meilleur film, alors que le premier opus avait été nominé. Alors, l'aura-t-il pas ? Réponse le 11 janvier prochain. Si vous voulez, j'ai normalement les nominés. Alors, demandez-moi vite fait un peu. Après, on est content que Wicked for Good soit. Oui, parce que ça serait pas tellement mérité. Parce que déjà 5 nominations, c'est abusé. Enfin, je veux dire, Ariana Grande dans Wicked for Good. Merci quoi. Parce qu'elle est nominée en plus. Bon, oui, elle est nominée dans meilleure actrice secondaire. Alors si vous voulez un petit peu savoir, demandez-moi un peu les catégories et je vous donne vite fait. Meilleur acteur
dans un film dramatique. Meilleur acteur dans un film dramatique, j'ai Joel Edgerton dans Trade Dreams, Oscar Isaac dans Frankenstein, Dwayne Johnson dans Smashing Machine, et c'est pour ça que tu voulais que je dise ça. Oui. Michael B. Jordan dans Sinners, mais il n'y a pas Michael A. Jordan qui joue avec lui. Wagner Moura dans L'Agent Secret et Jeremy Allen White dans Springsteen. Je comprends pas Michael B. Jordan. Oui, mais moi non plus. Mais et il est nommé dans quoi du coup, Wicked? Wicked, il est nommé, alors c'est sûr, dans meilleure musique. Ouais. Dans meilleure actrice secondaire, dans meilleure actrice. Il est pas nommé dans meilleure musique originale. Il est nommé dans meilleure chanson originale. Meilleure actrice secondaire, meilleure actrice dans un film comique ou musical. Et après, je sais pas. Meilleur costume, meilleur décor. Parce qu'il y a des Golden Globes, il y a des trucs genre réussite économique. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le truc du box-office aussi. Oui. Donc, ça va partir à Avatar. Ouais, parce que attention, il n'y a pas de Golden Globes technique, hein, décor, tout ça. Il y a pas. Ouais. Donc, c'est que des nominations. Okay. Quand même, par contre, vous êtes bâtard avec Ariana Grande parce que moi, au contraire, je trouve qu'elle fait très bien son rôle dans Wicked, même si j'aime pas le film. Elle se joue elle-même. Donc, tu trouves qu'elle se joue elle-même? Ah oui, je trouve qu'elle se joue elle-même. Ouais, mais c'est bien du coup. Ouais, mais elle va plus loin. Elle va plus loin qu'elle-même. Elle en rajoute, elle en fait des caisses. Moi, dans le premier, je me rappelle que c'est ça qui m'avait marqué. Bon, dans le second, peut-être un peu moins, mais arrêtez de la clasher gratuitement. Mais oui, mais alors, carte blanche au week-end, c'est parti. Non, écoute, moi, si tu veux, on l'aime bien et tout, mais dans meilleure actrice secondaire aux Golden Globes. Mais après, c'est aussi une histoire de campagne. Après, bien sûr que c'est une histoire de campagne, mais je suis absolument persuadé qu'on peut trouver 15 actrices qui méritent plus cette année. Heureusement, les campagnes jouent beaucoup là-dessus, hein, et Wicked a peut-être. Non, mais c'est la campagne pour votre considération, bien sûr. Mais bon, ça, voilà quoi. Après, en général, je trouve que le niveau de cette année, mais c'est assez représentatif du cinéma sur 2025, il est assez faible. Quand je vois les nommés qu'il y a, les noms. C'est quoi meilleur film du coup C'est pas dingue. Bah, t'as deux catégories. Bah, sentimental quand même. C'est quoi dans les meilleurs films? Meilleur film dramatique. Donc la première catégorie, t'as Frankenstein, Hamnet, Un simple accident, Valeur sentimentale et Sinners. Et meilleur film musical ou comédie, t'as Blue Moon, Bugonia, Marty Suprême, Aucun autre choix, Nouvelle vague ou Une bataille après l'autre. Non, je suis pas d'accord. Là, moi, j'ai bien aimé Sinners, mais je sais pas ce qu'il fait. Valeur sentimentale, pour moi, déjà, c'est très très bon. Oui, mais moi je trouve qu'Une bataille après l'autre boxe tout seul dans sa catégorie. Oui, je pense aussi. Après, il y a Un simple accident, mais je le vois pas. Mais il est dans l'autre catégorie du coup. Mais il est pas avec. Non, il est pas avec Une bataille après l'autre. Ah, c'est Une bataille après l'autre, c'est dans quoi? Comédie ou film musical? Oui, bien sûr. C'est quoi les autres, pardon, redis? Blue Moon, Bugonia, Marty Suprême, Aucun autre choix, Nouvelle vague. Bah on n'a pas vu Marty Suprême. On n'a pas vu Blue Moon non plus. Ouais. Mais parce que Marty Suprême, il paraît que c'est pas mal. Ouais. On n'a pas vu Hamnet aussi. Oui, Hamnet, c'est vrai qu'on catégorie. Pas vu, ouais. Et pour te répondre, Lucas, si Sinners s'il est présent, c'est parce qu'il a fait un très gros succès aux États-Unis. Oui, voilà, mais il est présent pour la même raison que Wicked était présent l'an dernier en fait. Oui, c'est ça. Moi, je le trouve mieux que Wicked. D'ailleurs, je précise quand même que la France est bien représentée parce que dans meilleur film d'animation, on a quand même Arco et Amélie, la métaphysique des tubes. Donc 2 films français en film d'animation, c'est cool, ça met en valeur l'animation française. Voilà. Et puisque Maxime va demander, Sirat est nommé en meilleur film en langue étrangère. Mais moi je soutiens Sirat tous les jours, aussi bien pour les Golden Globes que d'ailleurs pour les Oscars. Hein. J'en ai aussi bon qu'il puisse être, j'en ai absolument rien à péter d'un simple accident. C'est un accident qui le mérite. Voilà. Bah écoutez, on reviendra sur la cérémonie au mois de janvier. Et on termine par une polémique autour de Quentin Tarantino, mais pas de citation. Et oui, on a tous ce pote qui l'ouvre H24 sans se rendre compte qu'il aurait mieux fait de la fermer. Je vais pas citer le mien, hein, je vous laisse faire vos théories. Invité dans un podcast pour parler de ses films préférés du 21e siècle, Quentin Tarantino a déclaré qu'il ne pouvait pas mettre There Will Be Blood premier car il trouve Paul Dano faible, médiocre ou encore inintéressant. Il a même qualifié de mec le plus mollasson du monde ou encore de pire acteur de la Screen Actors Guild. Une déclaration qui n'a pas fait plaisir à Hollywood puisque l'acteur de 41 ans y est très apprécié depuis quelques années. Pour rappel, Paul Dano, c'est Little Miss Sunshine, 12 Years as a Slave, Prisoners, Okja, The Batman ou encore The Fablesman. Ce sont donc plusieurs personnalités du cinéma qui sont montées au créneau pour défendre Dano, notamment Simu Liu, Matt Tomlin, le scénariste de The Batman, Matt Reeves, Ben Stiller, Toni Collette ou encore Alec Baldwin. Paul Dano lui-même n'a pas réagi. Cependant, le réalisateur de Kill Bill ne s'est pas arrêté là puisqu'il en a profité pour balancer des balles perdues à Owen Wilson et Matthew Lillard, indiquant qu'il s'en foutait d'eux comme de Dano. S'il y a peu de réactions concernant le premier, le second a pu réagir puisqu'il est en pleine promo de Five Nights at Freddy's 2. Il a donc pu qualifier les propos de Tarantino de blessants, évidemment, avant d'ajouter qu'il ne dirait pas ça de Tom Cruise ou de quelqu'un qui est un acteur de premier plan à Hollywood. Enfin bref, qu'on arrête de donner la parole à ce vieux monsieur, il ne sait pas ce qu'il dit.
Est-ce que vous aimez Paul Dano, vous, autour de la table? Je l'adore. Little Miss Sunshine, tout pour le monde moi. adore Paul Dano. Bah Franchement, oui, il est tout seul, Tarantino, là. Ah oui, non, mais complètement. Maxime, tu aimes bien Paul Dano? J'ai vu très peu de films avec Voilà. Paul Dano. Alors, pour mais, dire pas, alors. Mais même moi, tu vois, par exemple, j'ai vu que The Batman avec Paul Dano. Non, et t'as vu The Fabelmans. Fabelmans, ouais. Mais ces 2 seuls films m'ont suffi à me dire, putain, j'adore son Il acting. est incroyable. Il est très fort. Dans ces 2 films, il est incroyable. N'empêche, dire ça alors que son actu principal, c'est qu'il y a Kill Bill dans Fortnite. C'est vrai. Voilà. Moi, je trouve ça vraiment très violent d'avoir dit ça sur Matthew Lillard aussi. Oui, parce que mais même sur les 3, hein. Je veux dire que je m'en fous de. Sur les 3, je suis d'accord, mais tu vois, Paul Dano et Owen Wilson, ils sont un peu plus représentés à Hollywood, tu vois, on les voit souvent. Matthew Lillard, il revient un peu dans des films, il revient dans FNAF, il était dans Life of Chuck, il est dans la saison de Daredevil, enfin, il revient enfin un peu sur le devant de la scène, et c'est pour se prendre une balle perdue de Tarantino, alors que moi je trouve que c'est vraiment un super acteur, et c'est quelqu'un de très attachant dans ses sorties publiques. De toute façon, c'est une grosse mentalité de bully que d'aller sur un podcast pour de dire lui je le déteste, alors que c'est juste des gens du même milieu, enfin genre ça paraît complètement probable. Moi je vais pas dire sur le plateau que je déteste un chroniqueur, tu vois, genre mais pourtant c'est ce que tu fais régulièrement avec moi, mais vas-y, au calme, vas-y. Mais tu n'es pas un chroniqueur. Je trouve ça aussi très gratuit de la part de Tarantino, qui est aussi acteur. Oui, et qui est pas non plus le pas un très bon acteur du monde. Voilà, c'est le plus grand acteur du monde. Donc c'est un peu l'hôpital qui saoule la charité en effet. Clairement. Et c'est autant Matthew Lillard qui se prenne une balle perdue. Ça me surprend pas, mais qu'il attaque comme ça des acteurs, et je dis pas qu'il devait le faire, hein, parce que moi aussi j'aime bien Matthew Lillard, mais qu'il attaque Paul Dano et Owen Wilson, qui sont, comme tu dis, Lucas, connus à Hollywood, et qui tournent quand même beaucoup. Paul Dano, il a joué en plus dans plein de films qui ont été marquants, et en plus souvent on retient ses performances, hein. Dans Prisoners, c'est quand même fou ce qu'il fait aussi, qui est un des plus grands films de l'histoire pour moi. Donc ouais, c'est hyper bizarre qu'il te dit ça. En plus, c'est pour descendre le fait qu'il adore le film There Will Be Blood. Je crois qu'il l'adore. Oui. C'est juste, il dit il peut pas le mettre premier parce qu'il y a Paul Dano. Non mais il se fout de la gueule du monde, celui-là. Vas-y. Oui, c'est clair. Qui se concentre sur son fameux dernier film qu'il doit faire depuis des années, et qui fait toujours pas parce qu'il a dit que ça allait être son dernier, et qu'il veut être sûr de bien pouvoir le faire. Mais c'est parce qu'en attendant, il a Fortnite et il s'amuse bien quand même. Là. Est-ce que dans son dernier film il y aura Paul Dano? Non, mais il y aura Fortnite. J'ai Dame dans le chat qui dit il a toujours fait des remarques depuis qu'il a fait Pulp Fiction, le Quentin. Oui, non, mais oui, c'est pas sa première sortie, mais c'est énervant en fait. Pour Lillard, juste, je sais pas si du coup t'as vu, mais il en a parlé à une avant-première de Five Nights at Freddy's où il a dit que c'était blessant et tout, et il a reçu énormément de soutien après cette vidéo, énormément de soutien du public et sur les réseaux sociaux, donc ça faisait plaisir. Enfin bref. Voilà, c'est fini. Merci Hugo pour ces actualités aussi excitantes qu'un Twix en porte-jartel. On passe maintenant au débat de la semaine. Comme chaque mercredi, 3 films sont au programme de nos débats. Ce soir, un film sur des animatroniques dans un train SNCF, un autre sur Georges Clooney qui veut faire un parc identitaire, et enfin un film sur des vaches qui explosent dans une pizzeria. Bon, oui, vous l'aurez compris parce que je fais la même vanne depuis plus d'1 an, j'ai mélangé mes fiches. Mais on commence bien par l'adaptation de la franchise de jeux vidéo d'horreur la plus populaire de la communauté Furies. C'est parti pour 5 nuits chez Frédéric 2. Freddy Fazbear's Pizza. Definitely not the Freddy's I remember. You're thinking of the franchise location. This is the original. Nobody's been here for decades. Some little girl got murdered here. Do you guys hear that? Hear what? So this is what it's like? Being normal? I think we've come pretty far, considering what we've been through. How's Abby? Some days she's good. Some days she misses her friends. This story that you're gonna fix those animatronics, it's only giving her false hope. Can any of you hear me? Abby, help us.
everywhere. Where are you gonna run to? You want them with you. There's no way that'll work. Mike Schmidt tente de se reconstruire et d'offrir une vie paisible à sa petite sœur Abby, loin des horreurs vécues à Freddy Fazbear Pizza Place. Mais une nouvelle menace se profile dans l'ombre. Les animatroniques d'origine sont peut-être hors d'état, ensevelis sous les décombres de la pizzeria. Pourtant, ailleurs, dans un lieu encore plus sinistre, une nouvelle génération de machines meurtrières continue de rôder. Au casting, Josh Hutcherson, Elizabeth Lale, Piper Rubio, Matthew Lillard, McKenna Grace, Skit Ulrich, Wayne Knight, Freddie Carter, Megan Fox, Matt Pat ou encore Kellen Goff, je sais plus parler aujourd'hui, c'est terrible. Maxime, qu'est-ce que tu as pensé de ce Five Nights at Freddy's 2 ? J'avoue avoir été un petit peu déconcerté parce que quand j'ai regardé sur Letterboxd, j'avais plutôt bien noté le premier et je sais pas si ça a été le fait que j'ai vu le film en avant-première entouré de fans du jeu qui m'ont expliqué tout le lore et qui ont vraiment expliqué en quoi ils ont trouvé le film bon. Donc du coup il faut vraiment peut-être que je revoie le premier parce qu'en tout cas le deuxième je le trouve plutôt maladroit. Je trouve maladroit déjà dans le fait que il est extrêmement cliché, c'est-à-dire que pour un film d'horreur tout ce qu'on s'attend à voir dans un film d'horreur des plus lambda et des plus clichés, on le voit. C'est bourré de screamers qui essayent de maintenir une tension durant tout le film, sauf que c'est des screamers auxquels on s'attend parce que il n'y a pas trop d'originalité qui se dégage sur ce truc là. Le scénario je le trouve plutôt bancal dans le sens où les personnages ils ont peut-être été développés dans le premier, mais si t'as pas vu le premier, t'es complètement perdu. Et si tu regardes le premier et que tu vois le second, tout de suite on voit que les personnages ils sont vraiment laissés sur le bord de l'autoroute et que on essaye de faire avancer l'histoire comme on peut en se concentrant sur la relation entre Abby et les animatroniques, et puis les autres personnages, c'est basta, démerdez-vous quoi. Et puis je trouve sincèrement que la fin, sans parler de la fin évidemment, la fin est abrupte comme c'est pas permis parce que j'ai l'impression vraiment que le film ils veulent justement suivre le dénouement des jeux, le développement du moins c'est ce que j'en ai l'impression. Après je connais pas malheureusement assez le jeu pour vraiment me positionner là-dessus, mais par contre vraiment la fin est tellement abrupte, on voit la fin et on se dit mais j'ai juste l'impression que les scénaristes et l'équipe du film nous envoient le message de t'as qu'à voir le troisième film, si t'es pas content voilà, regarde la suite quoi. Ouais. Donc je suis en demi-teinte sur ce film. Mais en fait le truc que tu dis là, c'est que je trouve que le film a un premier acte, a un deuxième acte, mais n'a pas de troisième acte. Oui c'est ça, au fait le film se finit au début du troisième acte. Il se finit sans fin. C'est ça, il y a pas de fin en fait. Et c'est en fait de toute façon tout le film, t'as l'impression que on met en place des trucs pour la suite, sauf que le 1 c'était déjà ça. Mais donc, le 1 c'était mieux fait parce que le 1 on arrivait quand même à apporter une fin et on se dit s'il y a juste le 1 ça va encore. Ouais, alors que là le 2, si tu regardes juste le 2 d'un bloc, tu te dis il manque un truc. Oui bien sûr. Alors, en fait moi j'ai préféré le 2 parce que je trouve qu'il y a plus une vibe que je retrouve dans le jeu et que j'aime bien dans le jeu, tu vois. Le fait d'avoir tous ces animatroniques, vraiment on en a plus. J'aime bien que ce bestiaire s'élargisse. Mais pour moi vraiment le problème c'est t'en as parlé des personnages. Je trouve pas qu'il les laisse sur le côté. En l'occurrence le personnage de Vanessa est vraiment exploré, mais c'est nébuleux en fait. Parce qu'on t'explique quasi rien. Il y a des scènes de flashback avec le personnage de Nebula et on te les explique pas. C'est vraiment laissé pour les fans du jeu parce qu'ils vont s'interpréter avec les dizaines de pages Wikipédia qu'ils vont trouver. Mais tu vois, Five Nights at Freddy's c'est un jeu qui est connu justement pour toutes les théories qu'il y a autour. Et en fait j'ai l'impression que le film se veut juste comme en fait les jeux sont déjà cryptiques et le film se veut cryptique pour que les gens puissent faire des théories autour. Du coup en fait ça va juste laisser les gens qui sont pas fans de Five Nights at Freddy's sur le côté. Mais même les gens fans de Five Nights at Freddy's, parce que je pense que cette fin elle est frustrante pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a
pas de fin, quoi. Par contre, je sais pas ce que toi t'en as pensé, parce que en l'occurrence, moi, quand j'avais vu le premier avec les fans m'ont dit que le premier film apportait vraiment du lore qui était vraiment utile et qui avait une incidence justement sur le lore de manière générale des jeux. Est-ce que le deuxième en fait ou pas ? Oui, mais je te dirais qu'en fait, il veut mettre trop de lore partout. D'accord. Il essaie vraiment de te mettre plein de lore partout. Il y a un personnage dont je spoilerai pas la présence, mais un certain personnage qui arrive. Déjà, on entend la mention de ce personnage qu'on peut confondre avec un autre. Quand t'es fan du jeu et de l'univers, tu dis oui, d'accord, donc c'est l'autre. Et puis tu le vois arriver, tu dis waouh, mais c'est le personnage qu'on connaît, genre physiquement, c'est le personnage qu'on connaît. Et puis en fait, ils en font rien. Et c'est juste pour pouvoir dire, regardez, vous voyez ce personnage que vous aimez bien, ce personnage qui existe dans le lore et tout, il est là. Et en fait, t'as l'impression qu'ils font ça pour plein de fois. Pareil, à un moment dans un flashback de Vanessa, tu vois un personnage qui est assez important et assez apprécié. Et pareil, ils en font rien. Et t'as vraiment plein de trucs comme ça dans le film. C'est du lore disséminé justement pour pouvoir en faire des théories pour le 3. Et je suis d'accord avec toi, je trouve ça maladroit en fait. Je trouve que en fait, le film n'existe que pour teaser une suite. Et c'est embêtant. Costa, qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi déjà, j'ai 2 obstacles qui m'ont empêché de... T'as pas vu le 1 ? Alors j'ai pas vu le 1, de plus en plus le lore des jeux vidéo, je n'ai pas du tout accédé à ces jeux-là. De plus aussi, moi les films d'horreur c'est comme l'eau et l'huile, je n'y arrive pas. Donc en fait déjà, même si je sais que c'est classique dans leur construction, il me suffit juste d'un scream et je suis déjà accueilli quoi en fait. Ouais. Donc en quelque sorte, on va dire que j'ai apprécié le visionnage, surtout qu'en plus il y avait du monde dans la salle, 22h, donc c'est toujours agréable une salle qui vit. C'est ça. Après pour les films d'horreur c'est compliqué parce que parfois t'as des salles vraiment insupportables. Moi j'avais des gens qui mettaient la lumière des téléphones à fond. Mais là les fans de Five Nights at Freddy's, t'en as quand même qui sont tellement à fond dans leur truc que finalement ils vont kiffer leur séance quoi. Moi je trouve que en tout cas n'étant pas du tout fan, en fait c'est vraiment le film classique que tu vas voir après un bowling ou un McDo avec tes potes au CGR, limite pas au pâté, au CGR en VF. Et c'est hyper précis. C'est hyper précis, oui, parce que j'ai fait ça à une époque. CGR quelle salle à la sortie du lycée. Mais par contre j'ai quand même ressenti une certaine nostalgie, une certaine vibe et quand même une certaine sincérité dans ce qu'il voulait retransmettre. Moi j'ai trouvé quand même en tout cas un film qui voulait, même si c'est maladroit, qui voulait quand même faire honneur à on va dire à ce lore là et certes c'est classique, mais par exemple il y a une séquence onirique qui je trouve en termes d'idée de mise en scène ça m'a plutôt je trouve ça plutôt chouette. Donc en vrai je vais pas être très méchant avec le film. Oui c'est très classique mais c'est pas si mauvais que ça. Mais moi mon but c'est vraiment pas d'être méchant parce que j'ai quand même bien aimé le film. J'avais déjà bien aimé le premier et j'ai passé un bon moment dans ce film là. Ouais. Je trouve notamment que le personnage de la marionnette est vraiment vraiment bien. Visuellement oui, ça marche trop bien, je veux dire le personnage de marionnette visuellement est super. On peut dire merci au Jim Henson Creature Shop, je le place quand même parce que c'est eux qui font les animatroniques donc de Five Nights at Freddy's et c'est vraiment un highlight du film, ces animatroniques qui marchent tellement bien, tu t'y crois je trouve. Megan Fox en Toy Chica, qu'est-ce que c'est que cette idée? mais c'est très drôle. Et en fait je trouve que le film a plein de bonnes séquences que j'aime bien regarder, mais que c'est l'ensemble que je trouve assez indigeste. En fait je trouve que dans l'ensemble le film ne fait pas un film en soi, genre il fait partie de film en fait. Et puis gros défaut l'acting, la petite fille, excusez-moi, mais Piper Rubio, c'est ciao quoi. J'ai pas du tout cru, ça m'a fait sortir du film. Et pardon, je t'ai coupé. Non, mais j'allais juste revenir sur le fait que Lucas avait très bien dit. Au fait, le film c'est un teaser d'1h30. C'est ça, c'est un teaser d'1h30 du 3. Ouais. Sauf que le problème c'est que moi je trouve que c'est déjà un truc qui faisait dans le 1. Alors effectivement le 1 il se tenait plus parce qu'ils étaient pas sûrs de faire une suite après. Mais je trouve que déjà dans le 1 tu vois c'est t'as William Afton qui dit I always come back. Enfin, je veux dire, t'as plein de trucs où tu dis ah oui, c'est pour la suite. Mais ça se tient mieux parce qu'ils savaient pas, parce qu'ils étaient pas sûrs de faire une suite après. Et parce que ça a été intégré aussi dans une scène post-crédit. Non, le I always come back, il le dit à la fin du film. Ah, il le dit à la fin. Ok, d'accord. Ouais. Mais oui, bien sûr, il y a la scène post-crédit. D'ailleurs, scène post-crédit de ce film aussi, il y en a 2. Donc voilà, ça tease encore des trucs. Puis en plus, ça tease plusieurs trucs, genre ça tease 2 trucs différents. Ils mettent vraiment des teasings pour plein de trucs. Tu te dis mais comment est-ce que vous allez tout regrouper en un film alors que déjà celui-là rush des trucs. Oui, qui fait que 1h45. Qui fait 1h45, ouais. Donc soit tu fais un film de 2h30 mais en horreur c'est indigeste. Enfin
Moi perso, j'ai rattrapé juste sur ce que vous dites, parce que j'ai pas vu le film, mais il y a une tendance là qui se dessine en mode on fait des films teaser, et ça me fait penser aussi à Kaamelott, d'Alexandre Astier, voilà. Bon, idée carte blanche pour une prochaine fois peut-être, mais est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une décennie de films teaser où à l'époque on avait déjà ça, hein, les trucs qui se finissaient avec un cliffhanger qui ouvrait sur une potentielle suite et ça forçait, tu vois, pour qu'il y ait une suite, mais là c'est carrément tout le film, si je comprends bien, qui est fait comme ça. Et Kaamelott, c'était la limite aussi, une des grandes limites du film. Mais Kaamelott, pardon. Non, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est aussi l'extension du modèle Marvel où genre chaque projet n'existe que pour teaser le grand rassemblement qui tapera 3 milliards. C'est vrai. Mais du coup en fait pourquoi on fait ça? Moi j'ai rattrapé du coup le premier, je l'avais pas vu. J'ai détesté, je me suis vraiment emmerdé, je trouve nébuleux, je trouve que c'est vraiment un truc qui est fait pour les fans et pas pour des gens qui vont au cinéma. Et celui-là, si je loue le fait que ça soit un peu plus ambitieux, je trouve quand même qu'on se fait chier. En fait, j'ai vraiment apprécié que le fait que ces films ils soient produits par Blumhouse, parce que c'est un studio qui s'efforce de faire de l'horreur PG-13, ce qui est pour moi une aberration qui n'a aucun sens. C'est-à-dire que c'est de l'horreur, mais t'as pas le droit d'être vulgaire, t'as pas le droit d'être violent, t'as pas le droit de montrer de sang. Bah là, donc Five Nights at Freddy's, c'est vraiment Spooky Scooby-Doo, quoi. Ouais. Il y a pas de sang, moi ça me va très bien. Non mais tu vois, il y a pas de sang, il y a 3 screamers, enfin c'est vraiment. Mais le problème, c'est que vraiment à partir du moment où tu te fais surprendre, t'as perdu. Donc non, ça mais s'arrête là. parce qu'en fait, ce qui m'énerve aussi avec Blumhouse, c'est cette tendance à faire des jumpscares, mais à faire des faux jumpscares, genre non, surprise, c'était moi, ton pote, qui je me cachais derrière. Mais je trouve que c'est pas un truc qui vient que de Blumhouse, tu vois, ça existait avant, c'est juste que Blumhouse étant le truc et ils font pas tout le temps ce genre de trope. Oui, mais ils font pas tout le temps ça, tu vois. Je trouve que Five Nights at Freddy's, pour le coup, c'est exactement la définition de ça. Mais aussi parce que derrière, c'est pas un gars qui écrit des films à la base, parce que c'est le créateur des jeux qui écrit le film. Et en fait, je trouve que ça se voit parce que lui, il connaît son univers et du coup, il en fout partout. Et voilà. Du coup, la comparaison avec Alexandre Astier, tu vois, genre, elle est pas volée, quoi. Oui, carrément. Mais Alexandre Astier, il a coupé son film en 2, alors que lui, il a volontairement fait finir son film là-dessus, tu vois. Je trouve que c'est un peu différent. Est-ce que le fait que ce soit le mec qui écrit les jeux, qui écrive aussi le scénario du film, c'est pas un problème en soi, justement, de vouloir tout teaser? Parce que si maintenant, il mettait pas un fan, mais quelqu'un qui connaît bien l'univers et qui a vraiment une meilleure, peut-être, direction artistique, enfin, pas direction artistique. Non, mais une meilleure connaissance de la dramaturgie, déjà. Est-ce que ce serait pas mieux que de laisser le mec qui a fait les jeux, quoi? Ça donnerait Star Wars 7 par J.J. Abrams. C'est bien vrai, ça. Non, mais en fait, c'est surtout que Five Nights at Freddy's, c'est un high concept de fou. C'est genre une pizzeria, 4 animatroniques qui veulent te buter et des mecs qui sont piégés dedans. Avec ça, si on peut faire un huis clos horrifique de malade, je vois pas comment en fait on peut le faire, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que dans la communauté de Five Nights at Freddy's, le créateur de Five Nights at Freddy's, il est très très respecté. Démiurge, quoi. Et du coup, vraiment, le fait que ce soit lui qui écrive les films, je pense que c'est très important pour cette communauté. Et quand tu vois la communication que fait Jason Blum sur les films, c'est vraiment axé sur les fans, quoi. Oui, mais j'ai vu, de toute façon, je suis quelques fans j'ai quelques fans de FNAF dans mon entourage, et genre j'ai l'impression qu'ils sont complètement aveugles au fait que ce film peut avoir des défauts. Genre c'est fait pour eux, genre ils ont ce bonbon, donc il est incritiquable. On appelle ça des fans de Marvel aussi. Moi je vois pas. Oui, non mais oui, moi j'ai de Kaamelott, de plein de communautés. Des fans de James Gunn. Des fans de Five Nights at Freddy's que je connais, justement, ils sont très critiques, tu vois, là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment deux versants de cette communauté. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Oui, si. Une partie qui est complètement qui ferme complètement les yeux sur les défauts et une autre qui ne voit que ça. Et je pense que les fans de Star Wars, les fans d'Harry Potter, les fans de Kaamelott. Mais je pense qu'à un moment, j'ai un ami qui est fan de Five Nights at Freddy's, ça va devenir comme j'ai un ami noir ou arabe. C'est la carte de Joker. J'ai un ami fan de Besson. Non mais ouais voilà donc mais par contre tu parlais de Blumhouse, je reviens une dernière fois, je trouve que Blumhouse, tu vois, ils ont sorti Black Phone 2 il y a un mois à peu près, et je trouve que Black Phone 2 c'était pas du tout ce que tu viens de dire, tu vois. Black Phone 2 est d'une grande violence, je trouve, il est très violent et très graphique visuellement, et justement ça sort complètement du... c'est pour ça que voir qu'ils ont fait Black Phone 2 et Five Nights at Freddy's 2 à la suite, et que les deux du coup sont des suites de films, tu vois, je trouve que je ne comprends pas que ce soit le même producteur. Je ne comprends pas que Jason Blum ait fait ces deux films à la suite, quoi. Peut-être que parce que Black Phone 2 c'est Scott Derrickson, donc il a eu plus de liberté créative. Là, Emma Tammy, tu vas pas me dire que c'est quelqu'un à qui tu laisses la carte blanche. Mais Emma Tammy n'est pas la grande Manitou derrière le projet. Oui, enfin, vraiment, c'est Jason Blum et Scott Cawthon, quoi. Oui. Bon, donc en tout cas, alors attendez parce qu'il faut que je retrouve mes fiches. Et bien du coup, pour les fans de Five Nights at Freddy's, vous pourrez peut-être aller vous faire votre petit avis. Hein,
on vous conseille, parce que du coup c'est assez étrange comme film à critiquer, parce que on est fan ou on n'est pas fan, et du coup ça change complètement notre perception du truc. Donc on vous conseille de vous faire votre avis. On passe sur notre première pause musicale. On va faire un petit détour du côté de la WWE. Promis, ce sera la seule fois pour cette émission. Et on va s'écouter la musique de Adriel, Favela et Cal 24 en l'honneur du plus grand champion intercontinental, du plus grand luchador de tous les temps, du plus grand Mysterio de tous les temps, Dominique Mysterio. A ver cómo está el rollo, viejo. Hasta los dientes de diseñador. Mason Margiela, me tapo la cara. Nadie me conoce, nadie dice nada. En la patrulla San Diego llegó. Lente de Versace, de Egipto es el hachis. El tusi chileno de maracuyón. Chingo de morras en la mansión. Se apagan las luces, se acaba la fiesta. Todos se van y me siento solo. Vengo escuchando otra noche en Miami. En el Rolls Royce extrañándote, mami. Apolpelato de la Backpack Boys. Pensando en desaparecer, largarme en un taxi. La cadena con la cara de Jesucristo. Por si tal vez no me salvo. Pero sé que todo es vanidad, yo lo he visto. Colgando una de Bragao. Puro calle 24, compa Diego. Adriel Favela. Y así suena la C, el 2 y el 4, compadre. Arriba México. Hey, hey. Mi vida siempre está de entre las cuerdas. Los recuerdos quedan en esa escalera. Y se dio todo, soy el sucio Dom. Chaleco zip tight de Virgil habló. Rosario en el pecho, siempre enero. Todo es un misterio, así lo quiso Dios. Melena larga como un guerrero. La sangre no pesa, la lealtad le gana. Un ángel del cielo me eligió. Vengo escuchando otra noche en Miami. En el Rolls Royce extrañándote, mami. Apple y el aro de la Backpack Boys. Pensando en desaparecer, largarme en un taxi. A cadena con la cara de Jesucristo. Por si tal vez no me salvo. Pero sé que todo es vanidad, yo lo he visto. Colgando una de Bragao. Vous êtes bien de retour sur The Cinema Show et on va continuer au débat en parlant du nouveau film de Noah Baumbach au casting XXL, Jay Kelly. J'en peux plus de ce monde, Jerry. J'ai envie de lâcher la barre. Jay Kelly, le beau gosse ultime! Regarde-toi, t'es le rêve américain. La dernière des stars de cinéma. Je suis là. T'es là-haut, t'es là, t'es là-dedans. On a fait tout ça ensemble. À plus tard, je pars à Paris samedi. C'est ton dernier été. Je vais me sentir seul ici sans toi. Mais non, t'es jamais seul. Quoi? Je suis tout le temps tout seul. Oh, merci Silvano. Je vous en prie. Je me dis qu'elle va s'envoler et que je suis passé à côté. J'ai besoin de toi. Jay est en train de craquer. C'est la merde. C'est extrêmement mal barré. Jay,
Où est-ce qu'on va? On va où, Meg? En France. En France. En France? Stars, C'est Jake Kelly? they come and go. Pardon, mais c'est Jake Kelly. They come fast, they come slow. Vous savez, quand je vous regarde, j'ai ma vie entière qui défile. They go like the last light of the sun. Je sais pas contre qui je dois m'énerver, mais là, c'est contre toi que je suis énervée. Énerve-toi contre moi, Alice. C'est moi qui ai voulu prendre le train. C'est bien le problème. J'ai pas le droit de m'énerver contre toi. All you see is glory. En ce moment, j'ai l'impression que ma vie n'est pas dans le réel. Tout d'un coup, j'ai plein de souvenirs qui remontent. Ça veut dire quoi? Plein de souvenirs? On dirait un film où je joue mon propre rôle. J'ai vraiment envie que tu viennes avec moi. Et que tu vois ce que j'ai fait. Ça a quand même dû compter pour toi. Et si c'était pas le cas? T'en as vraiment rien à foutre de tout ça? Parce que moi, je m'en fous pas. T'es Jake Kelly, mais je suis Jake Kelly, moi aussi. C'est fou. Tout ce qu'on a toujours pensé être. C'était bidon. Et... coupé. On peut la refaire? Ah ouais? J'en voudrais une autre. Mes souvenirs et mes films ne font qu'un. Les films, c'est ça pour nous. De petits extraits de vie. De petits extraits de vie, oui. Le célèbre acteur de cinéma Jake Kelly et son dévoué manager Ron se lancent dans un voyage éclair et inattendu à travers l'Europe. En chemin, les deux hommes sont confrontés à leur choix, à leurs relations, avec leurs proches et à l'héritage qu'ils laisseront derrière eux. Au casting, George Clooney, Adam Sandler, Patrick Wilson, Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards, là je l'ai bien dit, Greta Gerwig, Alba Rohrwacher, c'est difficile à dire aussi, hein, Isla Fisher, Sadie Sandler. Costa, qu'est-ce que tu as pensé de Jake Kelly? Alors c'est un film pour moi qui... Vous voyez Montagne Russe? Ah, j'ai cru que tu allais dire c'est un film cool, avec un casting au top. À la maîtrise de son art. Non, c'est un film en fait qui... au fur et à mesure de l'avancement de l'ouvrage, j'étais cueilli en fait au tout départ. Pour moi, c'est un film de Richoux, honnêtement, un film très égocentrique où en gros il dit mes problèmes sont tragiques, ayez pitié de moi s'il vous plaît. Et en fait, au fur et à mesure, déjà pour moi la vraie force du film c'est les dialogues, et c'est les dialogues qui m'ont cueilli. Et au fur et à mesure qu'on entre dans les pensées, dans simplement l'intra du personnage de George Clooney, là il commence à nous cueillir, et ça parle de plein de choses qui m'ont vraiment plu. Même la mise en scène, l'image est vraiment très intéressante. Après, on sent bien c'est Noah Baumbach, hein. Exactement. Après, on sent bien que Netflix, quand même, j'ai l'impression qu'il... Je pense qu'il y a des idées, par exemple, il y a certaines idées de mise en scène qui auraient pu être un peu plus traitées, un peu mieux traitées, ou qui a été un peu bridées, j'ai l'impression. Après, je sais pas ce que vous ressentez, si vous aussi... Non, pas vraiment. Non. Ok, bon, bah c'est top. Voilà. Mais oui, exactement, c'est une première partie qui était très décevante, et puis après, le film m'a accueilli, et voilà. Mais c'est rigolo que tu parles des dialogues, parce que Hugo, je crois que toi, c'est ce que t'as pas aimé dans le film? Oui, c'est... En fait, j'adore la scène de début, j'adore la scène de fin, et genre tout ce qui se passe au milieu, j'ai beaucoup plus de mal. En fait, quand le film parle vraiment de cinéma et qu'il confond réalité et fiction, c'est génial, mais je trouve qu'en fait, il parle trop, en fait. Tout simplement, c'est qu'il tartine, et que du coup, on finit par s'y perdre. Et c'est un peu dommage. Et il y a vraiment un truc qui m'a gavé aussi, c'est les allers-retours de personnages. C'est-à-dire que on t'introduit Laura Dern au début du film, mais elle va jarter au milieu et tu ne la reverras plus jamais, elle ne sera plus mentionnée. T'as Alba Rohrwacher qui va débarquer en plein milieu de film et qui va rester avec toi jusqu'à la fin. Mais en fait, les personnages rentrent dans le film et en ressortent comme ça en fait. Et je trouve que c'est un peu nul en termes de narration. Mais oui, par contre, non, mais en fait, du coup, pendant tout le film, j'étais vraiment dubitatif. Et dès que j'ai vu cette scène de fin qui est absolument magnifique, je pense qu'on sera tous d'accord sur la scène de fin. Oui. Moi, la scène de fin m'a pas trop convaincu. Ah ouais? En fait, j'ai senti... On n'est pas tous d'accord alors. Comment dire? Pour moi, c'est vraiment une fin de... Je ne sais pas comment régler la situation. Je vais tout résoudre, je vais résoudre toutes les intrigues en une seule séquence. Et en fait, pour moi, j'ai trouvé ça bien trop facile. Et en fait, ce qu'il a fait... Comment dire? En fait, dans tout le film, il y a une sorte de conflit interne entre sa carrière et sa vie personnelle. Et pour moi, en fait, comment dire... la réponse, elle n'est pas suffisante pour justifier ce qu'il a fait dans sa vie personnelle.
Et c'est ça qui m'a le plus troublé. Et par contre, le vrai personnage du film, pour moi, c'est Adam Sandler, qui est pour moi le vrai héros, le plus intéressant. Mais j'aimerais, je regarde la caméra, Adam Sandler, fais des films tout le temps, s'il te plaît. Fais des films. Par pitié, Adam Sandler, sors tes films au cinéma. Oui, s'il te plaît, Adam Sandler, on t'a pas vu au cinéma depuis Pixel. S'il te plaît, ça fait 10 ans qu'on l'a pas vu au cinéma. 10 ans qu'on l'a pas vu au cinéma, Adam Sandler. Reviens, tu manques au grand écran, on t'aime. Je veux que tu joues mon papa. Hugo. Bah moi j'ai adoré. Alors je rejoins l'autre Hugo sur le fait qu'il y a pas mal de dialogues qui sont trop longs. C'est tendu pour rien. Je peux dire, oui. Je trouve que c'est vraiment les dialogues de Noah Baumbach. Genre c'est Marriage Story et White Noise, c'est très ça aussi. Ouais mais tu vois, mais en fait là le truc c'est qu'il y a 40% des dialogues que tu peux dégager. Le film racontera quand même la même chose. Voilà. Dans tous les cas t'auras les mêmes détails, t'auras la même histoire au final et tout, mais c'est juste que ça étale pour étaler. Par contre, point positif qu'ils aient quand même étalé un peu les dialogues, c'est que du coup on a le droit à des belles scènes, à des belles mises en scène aussi. Je pense à notamment dans la forêt quand il est au téléphone. Moi j'ai beaucoup aimé ce truc d'aller-retour et en fait tu sais pas vraiment des fois comment ça se passe. De pénétrer dans ses d'ouvrir une porte et de pénétrer dans ses souvenirs. Ça moi j'ai adoré. Alors c'est pour ça que c'est con qu'il y ait autant de dialogues, mais en fait ça sert quand même l'image. Ça sert pas l'histoire, mais ça sert l'image à ce que visuellement ce soit un peu parce sympa. que c'est sûr que mettre en scène des dialogues c'est hyper chiant, donc il faut trouver une solution pour les rendre intéressants. Oui, voilà. Et bon, même si j'ai trouvé chiant, je trouve qu'il y a quand même des idées visuelles qui fonctionnent pour mettre en scène les dialogues, quoi. Ah oui, clairement. Et alors justement, là, vous parlez de quand il rentre, quand il change on va dire, quand il passe dans ses rêves et en pénétrant des portes, et que c'est intéressant. Moi, par exemple, quand je pense à ça, je pense au film Everything Everywhere All at Once. Et en fait, pour moi, il y a une idée un peu de multiverse, mais bien sûr plus onirique. Et ben là, justement, pour moi, ça, en fait, ça a été vu et revu. Et j'aurais aimé qu'il exploite un peu plus ce côté, en fait, introspection dans ses rêves. C'est ça plus qui m'a déçu, en gros. Maxime, qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, je vais être beaucoup plus dubitatif sur le film. J'ai vraiment. C'est l'émission de la fatigue, on la ressent beaucoup chez toi. Ferai gaffe, tu dors là. J'ai bossé aujourd'hui, c'est pour ça. Ah ouais, il découvre. Contrairement à d'habitude, je découvre le monde du travail. Non, mais je suis vraiment resté à côté tout le long du film. Déjà, il faut savoir, le film, je pense que je l'ai plus subi qu'autre chose, dans le sens où. C'est horrible. Ouais, c'est horrible, pardon, mais par exemple, je regardais régulièrement le temps qui s'écoulait sur la barre. Mais ça, c'est le fait de regarder un film sur Netflix. Ouais, déjà. Je trouve vraiment que ça c'est. T'as pensé à jouer à Subway Surfer en même temps ? Non. Par contre, il voulait regarder le film, que le film soit en haut et que le Subway Surfer en bas. Avec les vidéos de Netflix monstres là qui sont découpées. Non, mais c'est juste. Au fait, je me suis imposé une entracte pendant le film parce que j'étais vraiment à côté. Et non, les dialogues, il y en a beaucoup trop, ça parle tout le temps. J'avais juste envie de lâcher mais tais-toi, fais un film, tout simplement. Non, puis j'ai vraiment eu un gros souci avec les personnages de manière générale et la manière dont ils interagissent entre eux. J'ai cru que t'allais dire Adam Sandler. Non. Mais alors, ça va toi ? Le problème c'est que moi je suis amoureux d'Adam Sandler. Je peux pas le critiquer. Le problème que je vais pointer, c'est tout le monde sauf Adam Sandler. Voilà. Mais je trouve que à partir de genre la moitié du film et pendant toute la quasi toute fin, sauf éventuellement évidemment la scène de fin, mais j'ai l'impression que vraiment les personnages jouent au jeu de qui sera le plus méchant envers l'autre, mais d'une méchanceté gratuite. J'ai l'impression d'avoir des gamins qui se battent entre eux, et vraiment c'est celui qui sera le plus connard. Ouais, c'est des riches qui sont dans le business du cinéma. C'est vraiment pire Patrick Wilson qui vire son agent. Je trouve que sincèrement dans leurs actions, dans leur manière de répondre les uns aux autres, ils sont insupportables. Ils sont méchants, mais c'est gratuit. Oui, mais pour moi, ça sert ce dont parle le film, quoi. Justement, c'est parce qu'il y a tellement d'argent en jeu entre chaque personnage que forcément ils agissent tous comme un peu des gamins et de manière égoïste, parce que chacun veut quand même récupérer sa part du gâteau. Tu vois, donc c'est aussi normal. Ouais, alors après, moi, j'ai peut-être pas ressenti ça, surtout parce que moi, j'ai vraiment pas été emporté par le film. J'ai vraiment eu du mal, de manière générale, avec la manière. Alors, hormis certaines scènes, effectivement, genre la première scène, ok, le plan séquence, il est clean, il est très bien. Je valide le plan séquence. Oui, forcément. Moi, j'adore les plans séquences. Il est là en train de se branler. Tu vas dire du mal de la scène de fin ou mais le reste,
le reste, je trouve que ça manque d'inventivité, ça manque d'originalité. Je trouve que le film n'arrive pas à se démarquer. Le début est bien, et après tout le reste, c'est une mise en scène qui est ultra classique. Et j'ai vraiment pas accroché. Et je pense que oui, ça vient peut-être du fait effectivement que c'est peut-être un film Netflix, voilà, ça vient peut-être de ça. Je pense un peu ça. Moi je trouve vraiment qu'en fait je retrouve complètement le Noah Baumbach que j'avais dans White Noise et dans Marriage Story, avec ces dialogues là en fait. Après, je sais pas si vous avez vu White Noise et Marriage Story. Pour le coup, voilà, moi c'est mon premier Noah Baumbach. T'as pas vu Marriage Story ? Je n'ai vu aucun autre film. Vous avez pas vu Marriage Story ? Pareil, mais moi maintenant j'ai envie de voir les autres quand même. Non, moi je trouve que c'est un cinéaste qui passe beaucoup par le dialogue. Ses films, c'est toujours beaucoup de parlotte. Moi, ça me plaît. Mais moi, j'adore ça parce que je trouve qu'il a une manière d'écrire les dialogues qui me plaît et qui m'emporte. Après, c'est compréhensible que ce soit difficile pour certaines personnes qui sont plus susceptibles à en fait s'ennuyer quand c'est juste des scènes de dialogue, ce qui est compréhensible en fait. Moi, je me branle sur l'écriture, mais voilà, c'est complètement compréhensible. Voilà, c'est complètement compréhensible que ce soit pas le cas, mais moi je trouve quand même, j'en remets une couche sur Adam Sandler parce que je trouve qu'il est génial. Je trouve que son duo avec George Clooney marche bien, quoi. Justement, il y a deux trucs dont on n'a pas parlé. Le premier, c'est George Clooney. Je trouve que par contre il est génial dans ce rôle. Il est génial, parce qu'il a ce charisme. Et on n'a pas parlé du TGV Ouigo. Voilà, c'est ça, je le TGV Ouigo. Voilà, ce train français où tout le monde parle anglais, là, c'est quoi? Alors moi, c'est pas ce qui m'a le plus choqué. Ce qui m'a le plus choqué, c'est la gueule du train. C'est beaucoup trop propre pour un Ouigo. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'à un moment ils ont un problème en aussi bon état. À un moment, ils ont un problème de climatisation et tout le monde reste agréable. C'est ça qui tout le monde reste agréable, mais surtout tout le monde râle, alors que dans un train normal, dans un train lambda, tout le monde dirait oui, bah ok, bah un train. Ouais, c'est la SNCF. Ouais, voilà. De base, il n'y a pas la clim. Enfin, elle est équipée, mais elle fonctionne pas de base. Je reviens sur George Clooney, mais je le trouve génial dans ce rôle. Il est super. Ouais, et il déploie une espèce d'énergie charismatique. Et j'ai juste envie de dire une chose, George Clooney revient jouer Batman. D'ailleurs, il boit un café en plus dans le film. C'est vrai qu'il boit un café. Il boit un espresso. Ouais, c'est ce qu'on se disait. On en parlait tout à l'heure en off, et on parlait du coup de George Clooney et d'Adam Sandler parce qu'on disait en fait ils jouent pas dans le même film. Oui. Mais je trouve que George Clooney a ce truc t'as l'impression qu'il se prend pas au sérieux pendant le film, et fin, le fait qu'il craque, tu vois. Moi déjà j'ai fondu en larmes à la fin, et le fait qu'il y ait ce craquage, tu vois, je l'ai trouvé mais sublime, quoi. Mais en fait, et ça marche avec Adam Sandler qui est super sensible. Même lui, quand il se prend pas au sérieux, en fait, il garde toujours ces espèces de flegme où tu sens pas en fait quand Adam Sandler se prend pas au sérieux, il en fait les caisses. Ouais. George Clooney, non, il est beaucoup plus dans la retenue. C'est vrai que c'est intéressant de les confronter tous les deux quand même. Carrément. Écoutez, vous pouvez découvrir Jake Ellie sur Netflix, et on passe au troisième film de notre petite soirée, Gérald le Conquérant de Fabrice Eboué. Aujourd'hui, on va parler de notre invité du jour. Gérald, vous êtes un amoureux de Guillaume le Conquérant et vous projetez de lui offrir un parc d'attractions à son nom. Parc d'attractions identitaire. Rien à voir avec Disney. Mickey est un rat comme tous les Américains. On prend cette ferme et on appelle les écoles aux alentours, on fait un projet pédagogique et c'est ce qu'on a fait, voilà. Il a le truc avec les gosses. D'ailleurs, jamais une vache normande est toute blanche ou toute noire. Sinon, on risque quelque chose de très grave, les enfants. C'est le grand remplacement. Il faudrait vraiment qu'on soit une armée. Il y aura de la bière ? Comme les Parisiens seront jamais là pendant la semaine, on squatte leur résidence secondaire. On mettra une mauvaise note sur TripAdvisor. Le parc sera le berceau de la renaissance de notre identité. Ton parc, il se fera jamais, ouvre les yeux! Tout le monde se fout de ta gueule! Mets 1 euro sur ton parc. La Normandie, c'est moi! Qu'est-ce que vous foutez chez moi? C'est la Normandie, ici! C'est nous qu'on est chez nous! Ouais! C'est un complot parisiano-dovilo financé par les Américains. Quand je vois des Parisiens qui s'abrisent sous des parapluies, j'ai envie de le prendre et leur casser sur la gueule. Va sur la Côte d'Azur! Ce n'est pas mon parc, c'est votre parc. C'est pour la Normandie que je me bats, pour les Normands, pour vous. Ouais! Oh le con! Guillaume, au secours! J'aimerais bien être une mouette, moi. Puis chier sur les Parisiens. Alors il s'appelle Gérald, son objectif, redorer le blason de sa région de cœur, la Normandie. Sa méthode, bâtir le plus grand parc d'attractions du pays à la gloire de Guillaume le Conquérant. Et pour y parvenir, il est prêt à aller loin, très loin. Retenez bien ce prénom, car il va marquer l'histoire. Au casting, Fabrice Eboué, Alexandra Ross, Logan Lefebvre, Jean-François Quéré, Vincent Solignac, Nicolas Bernot ou encore Franck Dubosc. Hugo, mon petit Hugo Peter,
Qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, moi j'ai adoré, j'ai rigolé du début à la fin. J'ai retrouvé le Fabrice Eboué que j'aime. Voilà. Fabrice Eboué de la France. Voilà, parce que j'ai retrouvé mon Fabrice Eboué normand. Non mais parce qu'en fait, il a toujours ce truc de faire des vannes qui des fois poussent le bouchon un peu loin, et puis après il en fait des un peu plus subtils mais qui marchent tout aussi bien. Après, c'est sur ça qu'on l'attend. Le fait qu'il pousse le bouchon loin, c'est vraiment sur ça qu'on attend Fabrice Eboué. Mais en fait, là où je l'attendais moins, c'est qu'il fasse des vannes un peu plus subtiles des fois, mais qui marchent tout aussi bien. Bon, alors, il y a quand même beaucoup plus de vannes où c'est juste vas-y, j'y vais, je rentre dans l'art, et puis voilà, tu vois. Mais c'est Fabrice Eboué qui fait du Fabrice Eboué. C'est hilarant au possible. Le fait de le voir avec autant de cheveux, c'est très perturbant. Non, mais oui, c'est vrai. Je vais le dire, j'ai aucune peur de le dire. Pendant toute la première demi-heure du film, ça m'a fait très bizarre de le voir avec autant de cheveux. Tu dis ça, c'est quoi qui dit à un moment? Tu dis ça parce qu'il avait les mêmes cheveux que toi? Oui, en parlant d'une vache. En parlant d'un alpaga. Pardon. Oui, à la fin. L'alpaga. Waouh, meilleur personnage. Mais voilà, il se ça c'est l'alpaga. Il se permet de faire des choses tellement drôles qu'on voit pas dans tant de films français, mais que là en fait il peut faire parce que bon allez, c'est Fabrice Eboué, il peut bien se le permettre quoi. Donc c'est voilà, moi j'ai juste surkiffé ma séance. Maxime? Non, je suis d'accord aussi, je trouve qu'il y a une très bonne maîtrise de la comédie tout au long du film. J'aime bien cet aspect hommage au mockumentary filmé à l'Asie Office, comme on peut voir avec ses caméras à l'épaule, ses gros zooms. Je trouve que c'est très bien fait, ça marche très bien. Les regards cam, Jim Face, évidemment. Oui. Mais surtout, moi, ce que j'apprécie dans le film, c'est que... alors pour le coup, moi, j'ai pas rigolé du début à la fin, parce que je trouvais que ça montait vraiment crescendo. Le début, j'étais un petit peu dubitatif, je me disais il s'arrête un peu au pire moment. T'es fan de taupe? T'adores les taupes, c'est pour ça que c'était dubitatif. Ouais, mais non, mais au fait, le début, j'étais vraiment dubitatif. Je me suis dit, il aurait pu pousser la vanne encore plus loin, et là, j'aurais pu rire. Et vraiment, la fin, par contre, il monte de plus en plus crescendo, il ose beaucoup de trucs, et je trouve que c'est à partir de ce moment-là où vraiment ça commence à être très très drôle, et sur la fin, vraiment, je me surprenais à rire énormément et très très fort. Et puis surtout, moi, l'autre chose que je salue, c'est le casting. Et il y a notamment deux personnes, et notamment une en particulier, ça me fait vraiment du bien. Logan Lefebvre ou... Non. Ou c'est des gens d'internet que tu parles? Ouais, je pense notamment à David Dacosta, qui est pour moi hilarant. C'est le propriétaire de Mozart. C'est ça, le taureau, le propriétaire de Mozart, que je trouve hilarant dans sa parodie de Confini qu'il avait fait à l'époque sur Instagram. En tout cas, la vache, elle a rien senti. Non, c'est un taureau. Mais vraiment, pour le coup, si vous avez l'occasion, allez voir ce qu'a fait David Dacosta sur Instagram, c'est très très drôle. Et dans ce film, je trouve qu'il est toujours hilarant. Il a ce personnage qui en fait des caisses. Et de toute manière, tous les personnages sont vraiment excellents et sont très bien écrit. Donc non, c'est une très bonne découverte et c'est une très bonne dose de rire. Moi, j'aime beaucoup. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'avais vraiment l'impression d'être face à un film, à un épisode de striptease d'1h20. Non, mais qui part en couille complètement. Qui part complètement en couille. Mais par contre, c'est vraiment, ça part sur les bases d'un épisode de striptease. Oui, c'est le but. Il mentionne dans l'interview. Mais il avait mentionné The Office aussi. Enfin, oui, c'est vrai. Et puis ça se voit, ces inspirations-là. Et puis tu te dis, en fait, Fabrice Eboué qui fait un faux épisode de striptease, c'est de base, l'idée marche déjà très bien, quoi. Oui, bah oui. Hugo? En plus, surtout que vu le sujet de cet épisode de striptease, moi je trouve que ça tape là où ça fait mal, sur les gens sur qui, oula, je vais y arriver, ça devrait taper, parce que évidemment, quand on pense à ce projet, comment ne pas penser au Puy du Fou avec ses reconstitutions hasardeuses. Il le mentionne rarement, en vrai. Ouais, c'est pour ça, c'est fou, il passe plus de temps à mentionner Astérix et Disney que. Mais même en interview, il mentionne rarement, parce qu'il explique que, en gros, il expliquait que ce qu'il avait inspiré ce film, c'était donc la vanne qui fait un moment, qu'il était allé au parc Astérix et qu'il avait vu que là-bas, au lieu d'avoir de la bouffe en rapport avec de la cervoise, du sanglier, il y avait que des burgers et du coca. Voilà. Et que c'est ça qui lui a inspiré le film. Et je trouve le film très drôle, et quand il va hyper loin, moi je trouve que c'est hilarant, tout ce qui concerne le beau-fils de Fabrice Eboué. Ça part tellement loin. Qu'il faut faire la discussion. Je pense vraiment qu'il faut faire un big up à Logan Lefebvre. Oui, parce qu'il joue tellement bien, il est génial en Albéric. Après, j'ai quand même quelques... aussi, hein. Oui, Alexandra Ross. Ouais. Mais je trouve, j'ai quand même quelques réserves, parce que je trouve que le film manque un petit peu de structure narrative, et c'est vrai que souvent c'est plus une succession de sketchs qu'une vraie histoire, et c'est vrai qu'en fait des fois il va s'arrêter dans sa narration pour faire des vannes au lieu d'utiliser les vannes comme un outil de narration en fait, et du coup ça n'avance pas, et après il va progresser parce qu'il va y avoir une scène choc, et après il va se remettre à s'arrêter. C'est un peu dommage, surtout qu'en 1h20 normalement ça devrait être un peu fluide.
Mais non, quand même, c'est très drôle, c'est très efficace. Et puis oui, voilà, c'est pas souvent qu'on a des documentaires en France. Il y avait I Love Peru aussi cette année, c'était très très drôle. Et là, maintenant, on a Gérald de Conquérant. Donc faites plus de documentaires en France, il y a vraiment le potentiel. Puis, et parodie Squeezie. Mais je pense que, en fait, tu vois, tu mentionnais I Love Peru, c'est vraiment des personnalités qui sont des personnalités qu'on voit naturellement dans des documentaires. Raphaël Quenard comme Fabrice Eboué, c'est vraiment des gens où on se dit un documentaire avec ces gars-là, ça marche. Il y en a un justement qui m'a un petit peu fait chaud au cœur aussi de voir, je n'ai plus son nom, mais c'est celui qui joue le coroner dans Chronique Stéphane Fiction. Godin. Voilà, qui joue le rôle d'un politicien vraiment connard par excellence, et il est adorable dans ce rôle. Ce qui est intéressant aussi, pardon, je te donne la parole juste après Costa. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est que je trouve que j'aime bien sa fin, qui montre qu'en fait ce gars-là se basait sur cette idéologie-là, ce qu'on t'explique un peu dans le film, parce qu'il va pas bien, et qu'en fait il cherche quelque chose, et il sombre, il va naturellement dans l'extrémisme. Peu importe l'extrémisme, il fonce dans l'extrémisme. C'est ce qu'on voit aussi, c'est ce qu'on voit à la fin, ce que la fin montre pour moi, c'est que ce gars va aller dans l'extrémisme quoi qu'il arrive. Mais c'est hyper politique aussi, c'est aussi montrer que c'est une société qui le pousse à l'extrémisme, parce qu'effectivement il y a des vrais problèmes, mais il va chercher la solution là où il la faut pas en fait. Et ça amène des punchlines, pardon, mais elle avait 2 passions dans la vie, le vin blanc et les noirs. Costa. Je vais être un peu plus méchant. Enfin non, je suis un amoureux. Attention. Non, mais je t'aime, Costa. Mais... En fait, pas méchant avec Fabrice Eboué. Non, en fait j'avais beaucoup d'attentes sur ce film honnêtement. Okay. Le problème c'est que moi j'ai vu un documentaire qui utilise des règles 36 fois, et par exemple le regard de Fabrice Eboué, pour moi c'est fantastique quand il fait ses grands yeux comme ça. Pour moi c'est du pur humour. Le problème c'est qu'il le fait 36 fois, et la 3e fois ça m'a un peu saoulé. Pareil. Au bout de la 4e, non, par contre. Non, 5e, un peu relou, mais 36e par contre. Fais jusqu'à 36, 6e, 7e. Mais ça, en fait, c'est que voilà, c'est un documentaire qui, malheureusement, pour moi, il joue pas assez avec les codes. Et en fait, honnêtement, je vous le dis, les vannes, c'était pas si bonne pour moi, en fait. Et même, moi, quand c'était marrant, c'était quand Fabrice Eboué était vraiment son personnage extrémiste. Et les petits moments où on retrouve le Fabrice Eboué humoriste, où d'un coup, il se pose devant la caméra. Par exemple, il y a une scène où il fait une blague assis sur un banc quand il pleut comme ça. Pour moi, là, c'est vraiment un truc de stand-up. Et là, justement, dans ce moment-là, ça m'a pas fait marrer. Même, ça m'a fait sortir du film. Donc, c'est ça, malheureusement. Ces personnages sont très attachants. Mais en fait, honnêtement, j'aurais aimé qu'il aille un peu plus loin et qu'il reste vraiment dans ce personnage et qu'il efface ce côté humoriste, en fait. Et qu'il aille plus profond dans la narration. Même, vous voyez, je vais être encore plus méchant. Parce que je suis pas méchant. J'ai senti que c'était un film teaser. Parce que j'ai trouvé moi je vous le dis, oula, c'est vraiment... Ouais, c'est désagréable. Non, arrêtez ça immédiatement. En termes de rythme, j'ai senti que le rythme prenait trop de temps à se lancer. Et en fait, c'est ça aussi qui m'a fait sortir du film, dans le sens où... comme j'ai dit, parfois il devient humoriste, parfois il devient ce personnage. Et justement, tout ça m'a fait qu'il y a une structure trop irrégulière. Et ça prend trop de temps à aller vraiment dans les problèmes, quoi. Voilà. Moi, cette structure irrégulière, c'est ce que je retrouve vachement dans le fait de parodier ces documentaires-là, tu vois. Le fait qu'il se passe pas des trucs passionnants tout le temps, et que du coup, il le rythme comme ça. Après, je trouve effectivement que le rythme, du coup, il est assez aléatoire, mais ça fonctionne avec ce qu'il parodie, je trouve. Je comprends, et c'est ton avis, et je le respecte. Et on le respecte, on peut se serrer la main d'ailleurs. Bien sûr. Mais moi, il y a une scène que je trouve qui vraiment marche bien en termes de parodie de documentaire, c'est la scène où tu le vois, lui, aller en fond et expliquer des trucs, et pendant ce temps, au premier plan, t'as le propriétaire du terrain qui parle, et en fait, ça fait vraiment une vraie scène de documentaire. Je trouve que ça marche trop bien, ça fait vraiment vraie scène de documentaire. Donc, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur Gérald de Conquérant ? Non. J'ai adoré la scène de discussion entre lui et son beau-fils, quand son beau-fils apprend à faire une explosion plus grande. Ou quand il parle de son ami. Son fameux ami. Voilà. Après la scène de lui et son beau-fils dans la voiture. Bien sûr. Alors écoutez-moi bien, quand je l'ai raconté à ma copine, elle m'a dit quoi ? elle m'a regardé, elle m'a fait non mais j'ai pas compris là. C'est la flûte enchantée. Voilà. Et je lui ai décrit toute la scène. Elle m'a dit mais t'es allé voir quoi en fait ? C'est la flûte enchantée. Et moi j'étais juste mort de rire dans la salle de cinéma. Moi je vous dis c'était tellement hard que seulement j'étais gêné de voir ça, quoi. Mais oui, mais finalement l'humour gênant, c'est un peu non mais pas gêné en mode vraiment gêné en mode mais là je ferme mes yeux, quoi. Costa il est pudique. Ouais, je suis un peu pudique. Juste pour revenir très rapidement 2 secondes sur ce que t'as dit, c'est que oui les vannes vont crescendo, mais c'est là où justement au début les vannes sont
comme je disais, un peu plus subtil. Et moi, c'est ça aussi qui me fait beaucoup rire, c'est des fois quand c'est un peu subtil, tu sais, genre, juste, il se passe pas grand-chose, mais le regard cam qui veut tout dire et qui veut dire, bon... Ok. Ouais, mais comme disait Costa, on peut faire un regard cam, mais pas 36. Allez, merci. J'adore les trucs, enfin les êtres vivants qui explosent. Vous avez raté nos débats aussi intéressants que pertinents, pas de souci. On va vous résumer tout ça dans les tops de la semaine. On commence par le top 1 de chaque chroniqueur, puis viendra le top 3 de l'équipe de TCS. Costa, ton top 1. Jay Kelly. Hugo, ton top 1. Jay Kelly. Maxime, ton top 1. Gérald le Conquérant. Hugo, ton top 1. Jay Kelly. Eh bien moi, mon top 1, c'est Gérald le Conquérant. Alors, en numéro 3, on retrouve Five Nights at Freddy's 2 à égalité avec Les Enfants vont bien de Nathan Ambrosioni. En numéro 2, on retrouve Gérald le Conquérant de Fabrice Eboué. En numéro 1, donc Jay Kelly de Noah Baumbach. Est-ce que vous avez vu d'autres films cette semaine ? Non. Personne ? Non. Bah moi je vais un peu représenter les gens qui ont vu Les Enfants vont bien parce que j'ai trouvé que c'était un super film. Les films de Nathan Ambrosioni de manière générale sont très émouvants, il est très très fort. Et puis voilà, Camille Cotin est extraordinaire et les enfants jouent super bien. Et du coup est-ce qu'ils vont bien ? Bah non, c'est ça, moi je veux faire un procès à Nathan Ambrosioni parce que les enfants ne vont pas bien manifestement. Donc Nathan, fais attention à tes titres. Est-ce que ça va ? Ça va. On passe maintenant à notre carte blanche de la semaine, on va parler de Warner, d'argent, de Netflix et de Trump. Alors, comme dit lors des news, le rachat de la Warner, studio de cinéma légendaire par le géant du streaming Netflix, fait jaser. L'implication de Paramount complique tout. Trump ne prend pas encore parti, mais confirme qu'il s'implique aussi dans la vente. Bref, c'est le bordel. Hugo vous a tout résumé, donc on va pas trop se répéter. On va surtout écouter ce que vous avez à en dire autour de la table. Hugo, toi qui as fait les news tout à l'heure, qu'est-ce que tu penses de ça, de ce petit bordel ? C'est effectivement un énorme bordel, comme tu le dis. Alors, on en avait déjà parlé quand le rachat avait été annoncé, enfin quand l'enchère avait été annoncée, mais il n'y a aucune des options qui semble vraiment viable à ce point. En fait, la seule option viable, ça serait que Warner dise finalement on ne vend plus. Pour moi, c'est vraiment la seule parce que, en fait, que ce soit Netflix ou Paramount, c'est une catastrophe. Netflix, même s'ils annoncent que potentiellement ils veulent acquérir la Warner pour avoir leur réseau de distribution en salle, on n'y croit moyen, surtout qu'ils avaient annoncé qu'ils voulaient réduire les fenêtres d'exclusivité. Donc est-ce que ça veut dire que par exemple les films sont dispo 2 semaines aux États-Unis au cinéma puis basculent sur Netflix? Peut-être ça veut dire ce genre de choses. Pour moi c'est pas Netflix, c'est pas une solution viable. Ça leur donnerait aussi énormément de licences à contrôler. Enfin, Warner, c'est un pool de licences qui est absolument énorme. Et Paramount, vu que politiquement c'est pas viable non plus, parce que pour rappel l'offre de Paramount, elle est différente de celle de Netflix, que Netflix veut racheter les studios Warner, HBO et HBO Max, tandis que Paramount veut racheter toute la Warner pour aussi avoir le contrôle de CNN, c'est un gros enjeu. Et de Discovery, voilà, CNN c'est un gros enjeu parce que ça en permettrait de faire Fox News 2 globalement, et d'en faire une chaîne pro-Trump. Mais du coup, voilà, politiquement, Paramount, ça serait une catastrophe aussi parce qu'on aurait que des films d'extrême droite. Est-ce qu'une bataille après l'autre, est-ce que Sinners existerait sous Paramount? C'est pas sûr. Bah après, moi je suis pas sûr non plus que David Zaslav ce soit le gars le plus. Tu vois... Non, mais quand même, David Zaslav, ça reste un capitaliste. Classique. Non, classique dans le sens où il est d'extrême droite, mais si les trucs de gauche font vendre, il fera des trucs de gauche, il veut faire de l'argent. Et tu penses que Paramount ils sont pas comme ça parce que regarde, David Ellison sont très proches. Oui, tu vois, David Ellison est très proche de Trump et ça a été déjà dit, il y a du off qui est sorti que ils veulent resserrer la vis sur les contenus plus démocrates, quoi. Ouais. Et c'est même dit en interne effectivement que Ellison il a promis à Donald Trump que si il récupère la Paramount, ils vont vraiment faire du ménage chez CNN et ils vont en faire une chaîne. Non mais chez CNN, là je te parle pour la chaîne puisque CNN fait partie du pack que veut racheter. T'as juste dit s'il récupère la Paramount. Oui pardon, si Paramount récupère effectivement la Warner. Ils vont faire du ménage chez CNN pour en faire une chaîne pro-Trump et un deuxième Fox. Ça n'a pas été confirmé bien évidemment par la Maison Blanche, mais c'est des bruits de couloir relayés par le Washington quelque chose, je crois. Washington Post. Non, mais je crois que je me trompe sur la source. Je vais la retrouver. Attention aux sources. Costa, tu nous avais fait part en dehors de tout ça d'une théorie du complot que tu voulais partager autour de ce rachat. Vous voyez Zootopie 2, la marmotte complotiste. Ah ouais. Je serai la marmotte complotiste ce soir. Soit la marmotte complotiste. C'est la faute de Nicki Minaj en fait. Oula, mais non. C'est Nicki Minaj.
qui a créé ce tollé. J'ai dit aucune intention. Mais non. Nicki Minaj a créé ce tollé, messieurs, dames. Pourquoi ? Parce que... En fait, en vérité, je voulais parler de Trump, mais vous parlez de Trump directement. Parle de Trump, on a des super illustrations. Non, mais c'est tout simple. Je pense que à la base, donc du coup, Netflix avait une offre plus avantageuse pour racheter la Warner. Sauf qu'après, Trump, il a vu ça, il a financé, il a aidé Paramount à donner de l'argent pour proposer un meilleur rachat. De quoi on fait des regards. Et continue. Et oui, donc en fait du coup Trump a aidé à Paramount à proposer une meilleure offre du coup à Warner en urgence quoi. Et c'est pour ça d'où vient cette offre de 103 milliards parce que je vois pas pourquoi. 108 pardon. Je vois pas pourquoi elle viendrait plus tôt en fait. J'ai ta réponse à ton complotisme, mon cher Costa, puisque tu te trompes complètement effectivement. C'est vrai. Merde. La Paramount a fait 6 offres à la Warner et la 6e offre qu'ils ont fait la semaine dernière, elle était déjà en fait de ces fameux 108 milliards qui sortent là. Et d'où vient l'argent ? C'est très simple. Donc le père de PDG de la Paramount, c'est lui qui est proche de Donald Trump là. Le père Ellison, Larry Ellison, je crois c'est. Fondateur d'Oracle. Voilà. Il est allé chercher donc de l'argent de sa caisse personnelle, puisque je crois que c'est la 2e fortune du monde, un truc comme ça. Voilà. Donc c'est un mec très friqué. Il va mettre de l'argent et il est surtout allé chercher des fonds à l'étranger et notamment au Moyen-Orient. Il y a des fonds de l'Arabie Saoudite et tout. C'est pas pour rien que récemment il y a eu aussi cette fameuse réunion aux États-Unis entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Je pense que on en parlait déjà à ce moment-là, puisque c'est la Paramount en fait qui avait mis le feu aux poudres pour la première fois pour racheter la Warner et ils se sont fait devancer ensuite par Netflix. Bon, c'est un bordel sans nom ce truc. Et le pire dans tout ça, c'est que les deux options, en fait, elles font le jeu de personne. En tout cas, au niveau des créateurs. Ni les réalisateurs, réalisatrices, producteurs, tout ça, sont contents que ça soit la Netflix, puisque effectivement, Ted Sarandos, il balance toujours que le cinéma c'est fini et pour lui il dit c'est obsolète le cinéma, je crois en avril dernier, ni la Paramount du coup avec les liens qu'entretiennent les PDG avec Donald Trump, donc ça convient à personne, c'est vraiment un bordel sans nom. Et la source de tout à l'heure c'était le Wall Street Journal, pardon. Mais c'est rigolo que merci Simon pour c'est rigolo que Paramount ait renforcé ses liens encore avec l'Arabie Saoudite, parce que c'est encore un truc que South Park a critiqué il y a 2 semaines. South Park qui est détenu par Paramount. Ouais. Donc décidément. Non mais en fait c'est fou de se dire que genre Warner n'avait pas particulièrement prévu de se faire vendre, que Paramount a fait une offre et que depuis c'est le bordel, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais surtout qu'ils ont vécu une de leurs meilleures années en 2025 financièrement, enfin ils ont enchaîné carton sur carton. Et puis il faut arrêter de penser qu'en termes de box-office pour la réussite de Warner c'est un groupe immense. Effectivement il n'y a pas que, même en fait si on oublie le fait qu'il y a des chaînes de télé à côté, des trucs, Warner, genre je sais pas, imaginez avec le succès d'estime de Superman combien ils ont vendu de jouets crypto par exemple. Bien sûr. C'est toujours un truc à prendre en compte. C'est comme quand on voit les ventes des films Transformers, c'est qu'en fait il faut se baser sur la vente des jouets, tu vois. Oui, mais même quand regardez combien de Blu-ray ils ont vendu, je sais pas si c'est un truc qui est rentable, mais regardez combien pour les films. Combien ça a fait sur HBO Max. Combien ça a fait sur HBO Max, combien ça a généré d'abonnements, combien ils en ont vendu sur les services de VOD. C'est toujours très nébuleux en fait. Mais tu vois, même en parlant de ça, quand même cette année, Warner Bros, donc c'est Minecraft, c'est Sinners, c'est Superman, c'est une bataille après l'autre qui n'a peut-être pas eu un énorme succès financier, mais qui est un gros concurrent qui par contre effectivement va peut-être gagner l'Oscar quoi. Donc c'est pas rien. C'est vraiment une société qui a fait beaucoup parler d'elle. C'est F1 aussi. Oui. Enfin, je veux dire, c'est. Surtout que F1, ils l'ont bien dealé celui-là. Parce que F1, c'est Apple qui le produit, donc qui le distribue sur sa plateforme. Warner a juste négocié pour le mettre dans les salles. Ouais, c'est très fort. Je crois qu'il le diffuse même pas encore sur Apple TV+. Ah ouais, le point. Enfin, Apple TV maintenant uniquement. Et il y a un truc dont on n'a pas encore parlé aussi, c'est donc HBO Max, l'avenir d'HBO Max. Qu'est-ce que ça va être ? Parce que si Netflix récupère donc la Warner, est-ce qu'ils vont introduire tout le catalogue d'HBO chez Netflix, mais donc bon, vous imaginez que Netflix va en profiter pour bien augmenter les prix comme ils aiment bien faire d'habitude, ou est-ce qu'ils vont la laisser, mais ça sera bizarre d'avoir les deux en même temps, puisque dans le cas précédent qu'on a eu avec Disney par exemple qui avait racheté la Fox, la plateforme de streaming n'existait pas encore de Disney ni celle de la Fox, donc naturellement tout était sur Disney, mais là il y a 2 plateformes qui existent déjà. Et pour Paramount Plus, ça pose la même question aussi, puisque eux aussi ont une plateforme qui fonctionne pas très bien, mais ils en ont quand même une. Donc imaginez si HBO se retrouve
chez Paramount. C'est comme si, je sais pas, le club de Sedan au foot arrivait à s'acheter Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé, tu vois, et ils se retrouvent à jouer en deuxième division. Et Sedan n'est même plus en deuxième division d'ailleurs. Tes infos datent. Ça, c'est il y a 15-20 ans. Je pense que si Paramount arrive à choper Warner, ils vont supprimer HBO Max, ils vont tout foutre sur Paramount Plus parce que ça marche tellement mal Paramount Plus. Ou alors ils vont supprimer Paramount Plus et mettre chez HBO Max. Pour moi, c'est plus ça parce que HBO Max fonctionne mieux que Paramount Plus, donc c'est pas du tout un bon move de faire ce que tu dis. Si tu supprimes, en fait, les gens vont juste se déplacer et vu que ce sera eux qui auront le contrôle. Mais du coup, c'est ce que tu es en train de dire. Donc si tu supprimes HBO Max, je vois pas pourquoi des gens iraient sur Paramount Plus. Il y a moins de gens sur Paramount Plus. Il faut pas oublier non plus que HBO aussi, c'est une marque, c'est un truc qui claque. C'est Game of Thrones, quoi. Non, mais oui, mais même juste le sigle HBO, leur tagline, c'était c'est plus que de la télé, je crois, au tout début. Ils ont révolutionné les séries télévisées, bien sûr. C'est ça. Et Netflix, quand on s'est lancé Netflix, ils se sont calés sur qui ? Sur HBO avant tout. Donc c'est sûr que Paramount, c'est pas. Et maintenant, moi je suis sûr et certain que s'il se passe ce que t'as dit, c'est pas Paramount Plus qui récupérera HBO Max, c'est Paramount Plus qui fermera et ils vont passer chez HBO. Ils vont garder HBO parce que la marque fait beaucoup plus vendre et ils vont passer tous les programmes Paramount sur HBO. Que ce soit Netflix. Je crois qu'on avait un début de réponse sur ce qui se passerait si Netflix récupérait HBO Max. J'ai le mail. Je crois qu'en gros, ce qu'ils voulaient faire, c'était passer petit à petit les contenus de HBO Max sur, en fait, siphonner petit à petit mais progressivement HBO Max pour ensuite la laisser crever, je pense. Ils veulent tout. Genre la stratégie, c'est juste de vider HBO Max, d'attendre qu'il n'y ait plus d'abonnés et de dire de toute façon il n'y a plus personne, donc on fait. Mais moi, ce qui me fait peur, en fait, ce serait que du coup les films et les séries HBO et Warner finissent par se coller au cahier des charges de Netflix. Ah oui, parce qu'il y a ça, Netflix a un cahier des charges énorme. Netflix a un cahier des charges et les séries HBO ne peuvent pas se faire chez Netflix ou alors d'une façon complètement différente. Netflix, pour info, c'est, alors à moins que vous soyez Guillermo del Toro par exemple, ils imposent toute une grammaire mise en scène adaptée aux gens qui vont regarder les contenus sur leur téléphone. Et de mise en scène et d'écriture. Et d'écriture, oui. Donc, oui, vous pouvez même trouver sur internet en fait leur espèce de slide qu'ils donnent aux scénaristes et qui doivent ensuite suivre en fait par étapes. Et si tu veux, en fait tous les épisodes, ils sont toute la saison est construite aussi avec un rythme qu'il faut que ça parte fort puis ça redescende un peu puis que ça remonte et ainsi de suite. Et donc toutes les séries Netflix sont construites pareil par saison et à l'intérieur des saisons, chaque épisode est construit aussi de la même façon. Ouais, ça se voit. Ça se voit, ouais. Je pense même que j'aurais plus. Et surtout en termes de mise en scène, ils imposent gros plan et plan moyen. Alors maintenant, imaginez ce qui se passe si Netflix récupère Le Seigneur des Anneaux. Voilà, vous verrez plus la Nouvelle-Zélande. Mais c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais toutes les licences du coup de Warner que Netflix peut récupérer, parce que Paramount a déjà énormément de licences, mais Netflix récupérerait donc DC, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Matrix, Mad Max, Gremlins, Mad Max, ça, Beetlejuice. C'est le catalogue de Warner est absolument énorme. Friends. Mais je non, crois Friends, je suis pas sûr. Ouais. Ah, Friends, oui, c'est ça. Parce que je sais que du coup ils achètent pas. Par exemple, si Netflix rachète, ils auront pas les programmes Adult Swim et Cartoon Network. Ah oui, d'accord. Tu vois. Donc Rick et Morty, Smiling Friends, tout ça restera. Ils les ont pas parce qu'ils veulent pas les acheter. Oui, parce qu'ils veulent pas les acheter. Voilà. Alors que dans le deal de Paramount, ils les récupèrent. D'ailleurs, le deal de Paramount, là aussi, bon, on n'a pas trop le temps d'en parler, mais ils se foutent de la gueule de tout le monde. En fait, ils disent qu'ils vont payer en cash, tout ça. Donc c'est plus. Ils ont d'ailleurs fait un tableau comparatif entre leur offre et celle de Netflix pour dire à quel point la leur était meilleure. Et effectivement, dans les 108 milliards, en fait, par rapport à Netflix, ce qu'ils achètent en plus par rapport à Netflix, ils le valorisent en fait très faiblement, puisque Netflix en fait c'est en action que ça s'achète, donc ils achètent l'action à peu près à $27 juste pour la Warner, les films et les séries, HBO et compagnie, alors que Netflix achèterait ça 30, mais eux avec les chaînes de télé en plus. Donc c'est à dire qu'ils valorisent ça juste à $3, cette deuxième entreprise qui vaut moins effectivement, mais juste à $3. Non, c'est la Paramount, ils se foutent de la gueule du monde aussi. Et surtout que du coup l'offre de Paramount, puisque maintenant l'enchère est terminée, c'est d'aller directement démarcher tous les actionnaires de la Warner et de leur dire on vous rachète vos parts. Donc ça peut complètement foirer parce que autant ils en récupèrent genre moins de la moitié. Et aussi d'ailleurs, et aussi là-dessus, c'est que si la Paramount récupère les actions, comme tu viens de le dire, Hugo, en faisant une OPA, qui est chose qui n'est plus à la mode depuis les années 80, mais voilà, ils font ça, c'est qu'ils vont devoir payer aussi un truc à Netflix
je sais plus c'est combien de milliards 5,7, un truc comme ça. Voilà, parce que en fait Netflix avait l'accord de la direction de la Warner et tout. Donc c'est en fait dans les 108 milliards, il faut aussi rajouter de l'argent en plus. Bon, c'est un bordel sans nom ce truc. Mais du coup, le deal entre Netflix et Paramount et Warner Bros dans tous les cas doit être validé par la FCC. Par la FCC et donc par l'administration Trump. Voilà. Et sauf que plusieurs économistes disent que ça passera pas, ça donnera à Netflix une situation de monopole dans le monde du streaming. Et Trump lui-même du coup s'est exprimé et a dit que ça pourrait poser problème. Ouais. Donc bon, quand c'est Trump qui dit ça, quand c'est Trump qui dit ça, ouais, voilà. Mais lui, c'est vraiment quand ça l'arrange de toute façon. Sûr, c'est quand ça l'arrange, ça a toujours été pareil. Effectivement, il commence à instaurer la petite chanson de si le premier service de streaming Netflix rachète le 3e HBO Max donc ça va faire un méga truc en termes d'abonnés, et le 2e c'est Disney+, aura énormément d'écart. C'est ce que commence à dire David Ellison aussi dans la presse, tout ça pour instaurer la petite musique. Donald Trump pareil. Oui, bon, alors c'est pas Trump directement qui gère ce truc d'antitrust, mais c'est via son administration et un des ministères, ses ministères. Donc effectivement, bon, c'est un peu lié quand même, mais c'est ça qui est chaud dans cette histoire, c'est toutes ces ingérences en fait. Maxime, on t'a pas trop entendu, donc pour terminer cette carte blanche, je te propose que tu nous fasses une grande phrase anticapitaliste dont tu as le secret. Moi, je suis plutôt team Disney, donc rien à foutre de Netflix. Ah oui, parce que Netflix voulait racheter Disney. Alors, Netflix a envisagé plusieurs entreprises à racheter, notamment récupérer la Fox à Disney, pourquoi pas. Ouais. Mais récupérer directement Disney. Récupérer directement Disney et récupérer Electronic Arts qui avait rien demandé. Electronic Arts qui est là qui fait. Ah bon, et ils voulaient pas racheter Energy 12 aussi, Netflix. Ça m'arrangerait. Ils voulaient racheter C8, mais évidemment c'est pas fait. Et ils voulaient racheter également TCS, mais on a dit non. J'imagine surtout arriver dans les bureaux de Netflix matin, faire bon les gars. Ce matin, nouvelle offre, Disney, Fox, tout ça, genre, il y a vraiment des mecs, leur boulot c'est d'arriver et dire ce matin on rachète ça, c'est d'étudier les possibilités. On croise les doigts si ça passe, tu vois, genre c'est aberrant. Tu as tapé très fort sur la table, ça m'a terrifié. Ouais. Je suis maintenant obligé de faire fin à cette carte blanche parce que tu m'as terrifié et du coup on va passer au quiz de Costa. Allez. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my god. What? No. Oh, come on. Anyway, lead on. Allons-y. Et bonsoir et bienvenue dans ce quiz que je vais magnifiquement guider. Nous avons deux équipes en face de moi, l'UKB et UKP2. l'UKB, tu es chef d'équipe, est-ce que tu as quelque chose à dire avant de commencer ce quiz ? Non. Et c'est super. Hugo P et Maxime. Hugo P, tu es chef d'équipe, est-ce que tu as quelque chose à dire à Maxime ? Pour l'encourager peut-être. C'est pour encourager qu'on devait dire un truc ? Ouais, peut-être. Je t'aime. Allez, c'est parfait. On passe à la première question, c'est dans le titre. Devinez le titre du quiz, qui est un jeu de mots entre le mot quiz et le titre de l'un des 3 films dont on a parlé ce soir. Attends, donc il y a Gérald le Conquérant, Jay Quiz. Moi j'aurais tenté un Five Nights at Queasy. Allez. Mais ça c'est très Maxime. Mais ouais, mais c'est trop drôle. Jay Queasy. Five Quiz à Freddy's. Gérald le Quiz. 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 Alors Quiz le Conquérant. Ah, Quiz le Conquérant. Non, on a dit Five Quiz at Freddy's, c'est trop tard. Messieurs, dames, j'ai un pile poil et c'est Gérald le Quiz. Bien joué. Je te l'ai dit en plus. Au pire, on perdra ensemble. Un point pour Hugo P et Maxime. Question numéro 2, en or ou en bois ? Je vais vous donner les affirmations, sont-elles vraies en or ou fausses en bois ? Fabrice Eboué s'est inspiré de la vie de Martin Luther King pour écrire son film. J'adorerais que ce soit vrai. Allez, allez en or, dis-moi. En or. Tout à l'heure, t'as dit que t'avais regardé les interviews et tout, donc j'ai dit en or. En or, ouais. Non, c'est en bois, il s'inspirait de son père pour écrire son film, voilà. Donc 0 point. Alors, la standing ovation que reçoit George Clooney à la fin du film Jay Kelly est une vraie standing ovation. En or ? En or, et bien effectivement, en fait, la première prise de cette séquence, en fait, personne n'avait encore vu le film qui était diffusé à l'écran, et donc forcément, ça a été des vraies émotions. Ça se voit énormément. C'est beau. Donc 2-1 pour Hugo P. Hop là. Ensuite, le récit dans le film Five Nights at Freddy's 2 a bien lieu durant 5 nuits. Ah putain, j'ai essayé de compter en plus pendant le film. Dans le premier, c'est bien le cas. Et dans le deuxième, je pense qu'ils s'y tiennent, elle est vraie. Je crois que dans le 2, c'est non.
Du lundi au vendredi. Je sais pas. Alors, du coup, j'ai en bois. Non, en or. Ah, en or. Bah, vas-y. Et Moi, il me semblait que c'était en bois. Eh bien, c'est en bois. Et bah, selon une source non fiable qui est la mienne, il y aurait 3 nuits dans le film. Voilà. Je suis allé voir plein de pages sur Reddit et même je suis allé voir un peu, mais il y aurait que 3 nuits, voilà, exactement. Alors que le premier, il s'y était tenu. C'est Donc, Three Nights at Freddy. 2 à 1 pour Hugo P. Maxime. Alors, attention, question numéro 4. Qui a prononcé la citation suivante? Les films ne sont Tarantino. Les films ne sont pas ce qu'ils étaient. Ils le sont pour moi, mais ils ne sont pas dans la culture ce qu'ils étaient. Ridley Scott. Le stock Ted de films Sarandos. n'est pas ce qu'il était. Godard. Les stars de cinéma ne sont pas ce qu'elles étaient. Tarantino, Toutes ces tu choses l'as que dit. j'ai grandi en aimant et en faisant partie de cette C'est un forme gros d'art, boomer. elles Coppola. sont toujours là, mais beaucoup de gens le font toujours. Mais cela ne semble tout simplement pas avoir la même chose. Quelque chose a changé. Jason Blum. Non. Fabrice George Eboué. Clooney. Non, plus simple. Un des réals. Simon. Noël Baumbach. Oui, Noam Bach. Oh. Lors d'un Simon. interview pour Jake C'est le rêve de l'Utopia. Il a rien demandé. 2 à 2. Ça aurait pu, Hop là. Attention, question numéro 5 à la chaîne. Vous allez devoir dire un acteur ou une actrice qui a déjà joué avec l'acteur dit précédemment que je vais dire. Ah, fuck. Donc, on prend un exemple. Imaginons, je perdu dis, sur ça la dernière fois. je dis Bourvil dans La Grande Vadrouille. Vous, du coup, toi, tu vas dire Louis de Funès dans Le Cornio, par exemple. Ah, ouais. Ça passe comme ça. Faut en dire fait. faut dire le film dans lequel ils ont joué. Exactement. Et alors, on peut pas dire un film déjà dit, et il faut moins de 10 secondes. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Donc du coup, alors, on va commencer avec toi, Hugo. Donc on fait dans ce sens-là. Hugo P, Maxime, Hugo P2. Attends, mais on est dans la même équipe, c'est complètement con. Peut-être nous faire affronter comme ça. Ouais. Oh bah ok, si vous voulez, alors on fait comme ça. Donc Hugo P. Donc du coup non, Maxime contre Hugo P2, on peut faire comme ça. Ouais. Donc c'est parti, on commence. Maxime, on commence avec Josh Hutcherson dans Five Nights at Freddy's 2. C'est bon, on a perdu. Bah, je ne vois pas qui c'est, donc non. C'est L'acteur non. principal. c'est l'exemple principal. Moi, je l'ai. Est-ce que donc- tu veux que je. Ah, bon, Ouais. allez, Mais bon. Vas-y. Je Mais au n'ai pire, pas. on le fait tous les deux et on Allez, fait un ping-pong. Enfin, on choisissez fait au pire, tous les voilà. quatre et on fait un Vous ping-pong. réfléchissez entre vous deux, Ok. comme ça, voilà. Jennifer Lawrence dans Hunger Games. Ok. Je À dois vous trouver maintenant. quelqu'un qui a joué avec Jennifer Lawrence. Exactement. Ok. Dans un autre film. Bah, Robert Pattinson dans Die My Love. Ouais, mais il est pas sorti, c'est de la triche. Zoé Ah, Kravitz bah. dans The Batman. Allez, Tom allez. Hardy dans Mad Max Fury Road. 5, Euh, 4, 3, 2. Marion Cotillard dans Dark Knight Rises. Oula, Ça compte ou pas? ok. Ça marche pas, il est C'est trop bon. Mais si. 5, Guillaume Canet dans Quatre. l'Empire du Milieu. 5, 4. Gilles Lelouch dans. Le Grand Bain. Ah oui, non, mais non, ça marchait il pas. joue pas dedans. Non, Il joue et pas bien dedans, c'est il réalise, terminé. je suis con. C'est l'équipe de l'UKB qui a gagné. Merci, hein, bravo, J'ai bravo, 3 bravo. à 3 à 2 pour l'équipe de l'UKB. Attention, oh là là, il y a une Aïe. seconde, il y a une seconde, Ça c'est fait mal, fou. ça fait mal. Quiz spécial, C'est on l'amour. passe aux humoristes au cinéma. Allez. Attention, musique du coup spécial, dans quel film peut-on entendre cette scène? This is my best friend, Garth Algar. Garth Edgar. White Sword. Oui. C'est la scène où il chante Bohemian Rhapsody dans la voiture, scène d'intro du film, iconique. Oh, c'est trop triste, on l'a raté. Voiture. C'est pas grave. 3 à 3. Engagement. Question numéro 7. Une réplique, un film. Dans quel film peut-on entendre cette réplique? J'adore Shakespeare, Richard III. Moi, j'ai pas tout compris parce que j'ai pas vu le 1 et le 2, mais quand même, j'avais saisi l'ambiance de quoi ça s'agit. Ah, c'est toi qui fais le. Ouais, j'ai essayé d'imiter, c'est très mauvais. Alors là, C'est- Les tuches. Alors, je redis une autre réplique du film. J'adore les sushis. c'est vrai que c'est un film. C'est ça. un humoriste français. Gad Elmaleh. Oui, mais dans quel film? Coco. Chouchou. Oui, Chouchou. Wow. J'ai dit Gad Elmaleh, je devrais avoir un point. Non. J'ai Désolé, reconnu Gad c'était le Elmaleh. film. Super Donc, méchant. 4 à 3 pour l'équipe de Hugo P. Ça me saoule. Attention, question 8, Allociné. Quel film avec un humoriste a reçu ses critiques négatives sur Allociné? Je n'aime pas ce film, au-delà de son aspect comique que j'ai trouvé faible. Ce film m'est apparu comme un film de propagande religieuse, en parenthèse, tendance catho de Coexister. gauche. De plus, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? on ne s'approche à personne, Whoopi ne provoquant pas l'empathie. Sister Act. Sister Act. Oui, exactement. Allez, vas-y. Wow. Non, c'est bon. Les gens 5, sont durs, hein, quand même, 5 sur le à 3 pour l'équipe de Hugo Ça me P. saoule pas du tout. Question numéro 9, Ouais. le jeu des synonymes. J'ai remplacé tous les mots d'un titre de film par des synonymes et vous devez retrouver le titre original. Donc, l'émission de Cédric. Mission de Cédric. Maurice Chaud. Non. Mais tu es presque, tu es presque. Cette show, Cédric Show. L'émission de Cédric. L'émission de Cédric, c'est un synonyme. C'est un synonyme. C'est un prénom au hasard, quoi. Ted Ah, c'est un Chaud. prénom au hasard. Redis-moi. Ted Chaud. Non, non. Mais dans ce truc-là, hyper connu. Muppet classique. Show. Non. Réalisé par Peter Weir. De Palma. The Truman Show. Oui. Waouh. Cédric. 5 à 4. Il a eu le nom de mon papa. Il allait Alors. chercher loin, lui. Attention, une grande majorité se satisfait de Sandrine.
Grande majorité. Everyone loves. Non, c'est en français, c'est un titre français. Tout le monde aime. Il y a, avec une humoriste française, il y a l'air qu'on voit de moins en moins. Tout le monde aime Jeanne. Oui, c'est ça, bien joué. C'est quoi? Je connais pas. C'est avec Blanche Gardin et donc Laurent Lafitte. Donc il est sorti il y a pas longtemps. Je l'ai pas vu du tout. 6-4 pour l'équipe de Hugo P. Même pas entendu parler. Attention, dans quel film peut-on entendre cette musique? Le Monde de Nemo? Oui, car Franck Dubosc a fait la voix de Martin dans le film Le Monde de Nemo. Super acteur qui est dans Gérald Lecoq. Donc 6-5 pour Hugo P. Attention, Stat Sinoche est humoriste. Le cinéma français peut se vanter d'avoir des films avec de très bons succès au box-office. J'ai fait ma petite enquête et les 10 films français avec le plus gros box-office comptabilisent 143 millions d'entrées. J'ai demandé à combien de pourcents de combien les films avec un humoriste comptabilisent le nombre d'entrées dans ce total. J'aimerais un chiffre donc commun pour les deux équipes. Vous avez 10 secondes pour réfléchir. 80. 65. J'allais dire à peu près la même, ouais. Ça doit 65. Taper 65 ou 70. On s'arrête sur 65. Non. 65%. Mettez-vous d'accord entre vous. 75. 65. Eh bien, nous n'avons pas de chiffre pile. C'était 54%. Et oui, avec donc Bienvenue chez Ch'ti, 20 millions d'entrées, Intouchable, 19 millions d'entrées, et Astérix Obélix, 14 millions d'entrées. Ah ouais. Voilà. Donc, attention, 7-5 pour l'équipe de Hugo P. Et bien du coup, donc c'est vous qui l'emportez pour l'instant. On passe au duel time. Le duel time. Je vais vous poser à tour de rôle des questions. Préparez vos moniteurs. Donc pour votre équipe, vous avez 60 secondes pour l'équipe de Hugo P. Ok. Pour l'équipe de Lucas B, vous avez 40 secondes. Je vais vous poser à tour de rôle des questions. Vous avez donc un minuteur pour rester dans la compétition. C'est stressant ton truc. La personne qui aura son temps écoulé en premier aura perdu. Donc, quand vous serez au bout de 10 secondes, n'hésitez pas à me le dire, quoi. Et tant que je n'ai pas posé la question à votre collègue, ne lancez pas le minuteur. En gros, vous êtes prêts? On a combien de temps chacun? Moi j'ai 40, lui il a 60. 40-60 pour toi. Qui commence? Alors, du coup, ça va être toi qui va commencer. Ok. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Quel film français sorti en 2008 est toujours actuellement le plus gros succès au box-office en France? Attention, c'est parti. Quel film raconte l'histoire d'un homme qui avait découvert un masque lui donnant des pouvoirs surhumains? Bien joué. Dans quel film peut-on voir Robin Williams se travestir? Mrs. Doubtfire. C'est bien. Dans quel film peut-on voir le duo Funès-Coluche? Putain, je sais pas. Le Cornio? Non. Ouais, je sais pas. Ah, tu l'as pas? Non. Tu passes? Ouais. Non. Ok, c'est parti. Alors, dans quelle saga entend-on la musique iconique Oh Happy Day? Sister Act? Oui, c'est bon. Attention, qui joue dans Un jour sans fin réalisé par Harold Ramis? C'est bon. Stop, on s'arrête là. Attention, on a combien de secondes? 23. 23 secondes, et toi? 47. Attention, Lucas, est-ce que tu vas pour reprendre le rythme? Je pense pas. On est reparti. Je crois en toi. Alors, on passe à toi, Lucas B. 3, 2, 1. Attends, pardon. Ah. Non, c'est bon. Non, c'est bon, ok. Dans quel film peut-on entendre la réplique culte Oh non, une pizza 4 chaussures? La tombe par Safanal. C'est bon. Quel humoriste britannique joue dans The Invention of Lying? Ricky Gervais? C'est bon. Attention, Lucas B, qui joue aux côtés de Fabrice Eboué dans le film Case Départ? Thomas Njijol. Stop. On a combien de secondes pour Lucas? 13. 30 secondes. Et toi? 43. 43. Ah merde. Ah, il va gagner, c'est fini. Hein. Attention, t'es prêt ou pas? Ouais, vas-y. Qui joue Cyprien dans son film éponyme Cyprien? Elise Moon. C'est bon. Attention, Lucas. Dans quel film peut-on voir Sacha Baron Cohen en maillot de bain très fin? Brat? Oui, c'est bon. Qui est la phobie de Ruben, joué par Benoît Poelvoorde dans le film Rien à déclarer? Il est islamo-gauchistophobe, francophobe ou la peur des araignées? Francophobe. Oui. Attention, Lucas. Quel humoriste est la voix originale de l'âne de Shrek? Eddie Murphy. C'est bon. Dans quel film dramatique Jamel Debbouze interprète un soldat? Passe. Quel humoriste est la voix française de Gru dans Moi Moche et Méchant? Gad Elmaleh. Attention. Pour quel film Coluche c'est la fin? Le parrain. Ciao Pantin. Oui, c'est bon, on est bon. Combien de temps il reste? Il a 0. Ah merde. Et nous avons un grand gagnant. Et c'était l'équipe de Hugo P. Bravo Emilien, je te prends quand tu veux. Et du coup, la réponse à la question que le soldat Gad Elmaleh. C'est indigène. Indigène. Ah, putain, je l'avais. Putain. Voilà. Allez. Merci beaucoup pour ce quiz et je passe l'antenne à Lucas. Eh ben, on va passer au record. Allez. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher.
Donc comme chaque semaine, les chroniqueurs et moi-même vous faisons part d'un coup de cœur plus ou moins lié au cinéma. Petit tour de table, Maxime, ta reco de la semaine? Ouais, ma reco de la semaine, c'est un compte Instagram d'un petit développeur de jeux vidéo. Le compte Instagram s'appelle Ozoi, c'est ça, Ozoi Dev, si je dis pas de bêtises. Et en gros, il développe lui tout seul son petit jeu indé. C'est un jeu de voiture ambiance Évidemment. 2000 dans le Japon. C'est très très bien. Vous pouvez suivre tout le développement du jeu et il y a bientôt une page Steam qui va être faite. Foncez voir ça. Costa. Et bien du coup c'est la série Killing Eve, qui est une série de Phoebe Waller-Bridge qu'on connaît notamment pour la série Fleabag. On suit Eve Polastri, jouée par Sandra Oh, une agente du MI5 qui commence à s'ennuyer au travail puisqu'elle bosse dans un simple bureau et que ses fantasmes d'espionnage James Bond se sont vite épanouis en n'allant pas sur le terrain. De l'autre, on a Villanelle, une tueuse à gages qui adore son train de vie entre luxe et petites planques modestes. Les deux femmes vont commencer à être obsédées l'une de l'autre. C'est une série très que j'adore, qui a une grande fraîcheur et les dialogues sont très percutants et l'histoire est saisissante. Voilà. Hugo. Moi, c'est le cinéma Athénée à Lunel, qui est un excellent cinéma indépendant. Et je ne peux que vous conseiller d'y aller parce que c'est très sympa, les salles sont quand même de bonne qualité et le popcorn n'est pas cher, vraiment. Hugo. Moi, c'est le clip de Contact des Daft Punk qui est sorti il y a quelques semaines suite à leur collaboration avec Epic Games. Donc du coup, c'est un clip qui a été fait sous l'Unreal Engine, qui est notamment le moteur de Fortnite, qui est magnifique. Contact, déjà, c'est un super son des Daft Punk, mais en plus, le clip est très inspiré de 2001, si vous voyez le délire. Donc du coup, ça crée une espèce de synesthésie absolument magnifique. N'hésitez pas à aller le voir ou même à jouer à l'expérience Daft Punk sur Fortnite, qui est un peu cool. Et toi, Lucas? Et moi, c'est la saison 5 de Stranger Things. C'est pas très original. C'est la seule série Netflix que je regarde et je kiffe toujours autant. Je trouve que les personnages sont tellement attachants, c'est incroyable de les suivre et j'ai très hâte de voir ce qui va se passer, même si j'ai très peur de qui est-ce qu'ils vont tuer. C'est très cool de revoir Franck Darabon derrière la caméra. Franchement, je suis très content. Merci du conseil. Et bien voilà, c'est bien la fin de cette émission et la fin de 2025 à The Cinema Show pour moi. Je ne vous retrouverai que l'année prochaine, alors j'en profite pour vous dire bonne année, joyeux Noël et joyeux Hanouka à tous. Merci à mes amis qui m'ont accompagné ce soir et tout le long de cette année. Merci Hugo Paccard pour tout ce qu'on a pu faire ensemble et pour tous ces moments de sensualité extrême qu'on a partagé à Cannes. Merci à Costa pour tous les beaux moments de rigolade qu'on a eu, y compris quand il manque de provoquer un accident de la route. Merci à Maxime pour le mansplaining et d'avoir supporté toutes les vannes sur sa tronche. Mais faisons attention parce qu'il commence à en jouer, hein, donc le gars s'essouffle. Et enfin merci à Hugo. Toi, je pense même pas devoir justifier pourquoi je te dis merci, t'es une des personnes les plus importantes de ma vie. Et je le dis à la radio devant nos 4 auditeurs et demi, je t'aime. Merci. Merci à la régie, Yanis pour son taf monstrueux tout au long de l'année et pour ses hot vibes bébés, ce mec est trop classe. C'est plus Yanis là, la régie. Ah non, si il est là, regarde. Bah merci aussi à Ambre et Sarah qui étaient là. Sarah, j'espère que ton stage se passe bien. Et merci à Simon pour son taf monstrueux à lui aussi, pour tous ces trucs qu'il a réussi à faire entrer dans mon cul, parce qu'apparemment c'était écrit dans mon contrat. J'ai payé la cotisation à la radio. Pour ceux qui se posent... Ah, j'ai rigolé alors que j'ai dit que vous êtes fait chier. Pour ceux qui se posent la question, non, un micro-ondes, ça ne rentre pas. Merci à Patrick Balkany de veiller sur moi chaque nuit et à Sam Gamgee pour avoir aidé Frodon dans sa quête de l'anneau, parce que qu'on se le dise, c'est lui le vrai héros et pas Frodon qui fait que se plaindre ou Aragorn qui fait de l'aura farming. La semaine prochaine, donc, Maxime animera la dernière émission de l'année et ça parlera de Résurrection de Bihan, de Animal Totem de Benoît Bélépine et de Love Me Tender de Anna Cazenave Cambé. Pour terminer cette émission, je vais rester dans ma reco. Je vous ai recommandé Stranger Things saison 5 et je vais vous faire écouter un mashup de 2 chansons des acteurs Maya Hawke et Joe Keery qui interprètent les 2 meilleurs personnages de la série, Robin et Steve. Bon allez, une dernière fois cette année, Tatum Paxley et Chocolat au lait. Je vous aime, putain. With the
could be a mom. I didn't think I'd get in, so I didn't apply. Now I'm a drunk hanger on, hitting on a younger guy. I buy pills for the eyelids, my television salary. They think they don't need me. Just trust me, you'll be fine. And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me. I was in it. I wake up back to the end of beginning. Listen out, listen out, listen out. Back in Chicago, listen out, I feel it. Listen out, listen out, listen out. Another version of me. I was in it. Oh, I wake up back to the end of beginning. And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me. I was in it. I wake up back to the end of beginning. The song has started now, and you're just finding out. Now isn't that a laugh? A major sacrifice, but clueless at the time. Enter Caroline. Just trust me, you'll be fine. And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me. I was in it. I wake up back to the end of beginning. Listen out, listen out, listen out. Back in Chicago, listen out, I feel it. Listen out, listen out, listen out. Another version of me. I was in it. Oh, I wake up back to the end of beginning. I was born with my foot in the door, and my mind in the gutter, and my guts on the floor. Holding the party line, embarrassed all the time. I remember my potential before I skipped the fundamentals. Before I ran from safety, hoping someone would chase me. I was left like holes in these, and I sparked up into space. And now I know it's me who's missing out. And when I'm back in Chicago,